Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est ensemble pour un cycle de 3 rencontres, un cycle qui s'appelle le fond et le flow. 3 rencontres autour du hip-hop, plus précisément des hip-hop studies, des études hip-hop, des rapports entre le hip-hop et les sciences humaines, les sciences sociales notamment, mais aussi d'autres. Et on va accueillir plusieurs invités pendant ces 3 jours. Sur ce cycle qui est monté par le Flow, qui nous accueille aujourd'hui, et par la compagnie Trou de Mémoire. Les 3 rencontres seront filmées et diffusées par l'équipe de Culturall et illustrées en direct, ce que vous voyez derrière nous, par l'artiste Bilal Alem, l'homme de l'ombre que vous ne voyez pas à la caméra, mais dont vous voyez le travail. Bilal Alem qui a d'ailleurs eu une fresque devant le Flow, une fresque animée l'année dernière. Vous pouvez aller retrouver son travail. De toute façon, on vous mettra toutes les infos sur les événements Facebook et en description des vidéos YouTube. Donc on est ensemble pour 3 rencontres. Et puis la première, c'est avec Benjamin Veil. Salut Benjamin. Bonjour Ismaël. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bah super, t'as fait bon voyage ? Écoute, très bien, 1 heure ça va vite. Hein. Bah ouais, c'est tu vrai nous viens Paris, de... Paris-Lille ça vient vite. Bah ouais, tu nous viens de la région parisienne. Je sais que t'as l'habitude de beaucoup bouger. Ouais, Mais c'est vrai que j'aime bien prendre le train et là ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que Ça faisait un certain temps que j'avais pas trop pu prendre le train, donc je remercie le Flow et la compagnie Trou de Mémoire de me permettre de venir à Lille. Bah merci à toi d'être venu. On voulait en fait t'accueillir depuis un bon moment parce que tu as sorti un bouquin. L'année dernière, tu as sorti ton premier livre en fait, qui est comment tu dis, un coup d'essai rapologique, c'est ça ? Ouais, c'était le sous-titre qu'on avait mis. Ça lui va bien. Il est là, il s'appelle Oh Mike Citoyen. Il est, j'allais dire sold out, mais je sais pas comment on dit en langage livre. Il est en rupture de stock, quoi. En tout cas, il se vend plus. Voilà, rupture de stock. En fait, on a fait une édition un peu limitée pour voir un peu ce que ça prenait, enfin comment ça prenait au niveau du public. Et on en a tiré 400, on en a vendu 380. Donc on est plutôt content. Et du coup, moi j'ai eu le dernier, c'est ça ? Ouais, t'as eu quasiment le dernier même. Ah, c'est trop bien, avec ma petite case d'aide perso et tout. D'habitude, les rappeurs ont fait des dédicaces, là j'ai eu la mienne, quoi. C'est trop classe. Ouais, mais c'est philosophe et rappeur, finalement, c'est assez proche. Bah justement, ça va être un de nos sujets, une des choses dont on va discuter, parce que on parlait des hip-hop studies, du fait que le hip-hop était un objet d'étude et aussi et voilà un nouveau champ de perspective à l'université pour les chercheuses et chercheurs qui ont étudié le hip-hop dès ses débuts, et le rap particulièrement. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de chercheuses-chercheurs qui ont grandi carrément avec le hip-hop et qui sont à la fois des scientifiques et des fans de hip-hop. Donc ça change évidemment les perspectives. Et toi, Benjamin, ta discipline de formation, c'est la philo. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai une formation de philosophe, mais c'est vrai que je suis pas une universitaire, donc je suis pas vraiment dans les studies classiques, parce que voilà, la vie a fait que j'ai fait d'autres choix, tout bêtement. Mais c'est vrai que j'ai pas je suis pas une chercheuse. Moi, pour le coup, autant je travaille avec la philosophie et le hip-hop, mais c'est vrai que je suis moins du côté de la recherche à proprement parler, à savoir la recherche universitaire avec des financements d'État, tout ça. Bah, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de commencer par toi, parce que pour nous, Trou de Mémoire, et aussi c'est une vision qu'on partage avec le Flow, c'est pour ça qu'on bosse ensemble, la recherche, ou en tout cas où les sciences, c'est pas seulement le fait de l'université, ça se passe aussi sur le terrain, parce qu'en fait tu cherches, et du coup on va aussi discuter de ça, parce que moi j'aimerais bien qu'on discute et de des rapports qu'il peut y avoir, que tu mets en avant dans ton bouquin et dans ton travail en général, entre le rap et la philosophie, ou les philosophies. Et aussi, de par ton travail de terrain, à la fois dans la médiation hip-hop et dans le travail social. Alors je vais beaucoup dire hip-hop, je vais beaucoup parler de hip-hop, mais en fait on va parler plus particulièrement de rap, parce que c'est la discipline dont tu es la plus proche, en vérité. Alors oui, dans le côté textuel en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que pour tout ce qui est analyse philosophique, je vais plutôt m'attacher finalement à des discours, et c'est plutôt le rap qui me le propose. En tout cas des discours qui sont suffisamment clairs pour que ça ne suscite pas trop d'interprétation. Voilà, parce qu'il y a du geste et il y a une chorégraphie dans la danse, il y a aussi un geste graphologique, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre du discours qui pourrait se travailler, mais qui va se travailler un peu à d'autres endroits. Alors que du côté de la médiation, pour le coup, finalement ce que tu évoquais sur la question de la recherche et du terrain, c'est ce que nous on appelle les recherches-actions, en fait, et c'est ce qu'on a mené
dans plusieurs endroits, mais c'est vrai que sur le terrain, on va plutôt utiliser tout le hip-hop, pas que le rap, justement. C'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les branches du hip-hop, que ce soit le graphe, que ce soit la danse, que ce soit le DJing, que ce soit même parfois des aspects d'audiovisuel qui commencent à rentrer pour moi dans le hip-hop aussi, pour pouvoir travailler avec des jeunes, en fait, et de voir un peu qu'est-ce que ça leur permet de s'approprier et de pouvoir développer comme nouvelles compétences aussi, et comme nouvelles modes de relation, notamment avec l'adulte. Ok, alors ça, si tu veux, on y revient un peu plus tard. Moi, j'aimerais bien qu'on commence, qu'on continue à dérouler ce fil de la philo, parce que ça paraît pas si évident que ça, les rapports entre la philosophie et le rap, ou au contraire, ça paraît complètement logique. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Eh ben, moi, ça me paraissait complètement logique et complètement évident, en fait. Donc, c'est vrai qu'alors, comme d'où ça m'est venu, en fait, ça m'est venu de manière assez intuitive au départ, parce que c'est vrai que j'ai fait des études de philo et j'écoutais du rap, déjà dans les années 90, à l'époque, il y a longtemps. Et donc, moi, la question, en fait, s'est très peu posée. C'était plutôt un petit exercice de style que je m'imposais à moi-même, de citer, en fait, dans chaque disserte ou chaque exercice à la fac que je faisais sur des philosophes, de glisser un rappeur. Voilà. Donc, il y avait ça, puis je me glissais aussi une petite citation de Marx, comme ça, pour le plaisir. Mais donc, c'était des défis personnels, en fait, quelque part. Les enseignants ne savaient absolument pas de qui je parlais, mais comme ça collait à peu près, ils me le laissaient, en fait. Donc, ça questionnait pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est vraiment au bout d'un certain temps que j'ai commencé à le formaliser dans ma tête, et surtout à me dire que il y avait un lien qui me paraissait relativement évident, en tout cas en termes de pensée. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où déjà le hip-hop est une discipline artistique, on a toujours fait de la philosophie sur l'art, ça s'appelle l'esthétique, justement. La philosophie de l'art, ça s'appelle l'esthétique. C'est une discipline à part entière, qui est reconnue avec des champs universitaires très clairs. Enfin voilà, donc typiquement en tant qu'art, déjà le hip-hop mérite de la philosophie, donc c'est logique en fait. Et puis en tant que proposition de discours sur le monde, là d'un point de vue plus phénoménologique, donc analyse un peu plus des phénomènes et des faits de société, justement. Donc ça c'est une version plus moderne, j'ai envie de dire, de la philosophie, qui est plus récente, qui est plus 20e siècle, qui est plus contemporaine. Il y a aussi une certaine conception qui est assez logique, d'aller vers finalement ce qui est le plus éloigné de soi, ou ce qui quelque part pourrait donner à voir l'idée que ça pourrait ne pas penser pour montrer que ça pense. Voilà. Moi, l'objectif, c'était de montrer que ça pensait de l'autre côté du périph', à peu de choses près. Moi, venant de l'autre côté du périph', et ayant fait beaucoup de mes études au sein de Paris Intramuros, j'avais besoin de démontrer quelque chose là-dessus, qu'il n'y avait pas forcément besoin de sortir d'un lycée d'élite pour pouvoir proposer quelque chose, d'un discours sur le monde. Et typiquement, des gens comme par exemple Passy, Ministère Hammer, qui ne sont pas forcément reconnus comme des grands intellectuels, mais ont été les premiers à parler de Frantz Fanon, en fait, notamment dans Les damnés de la Terre, enfin voilà, qui sont des textes finalement qui étaient des textes très stricts, mais qui nous a permis aussi de pouvoir avoir accès à des intellectuels auxquels on n'avait pas accès en fait dans les livres d'histoire et dans les livres de philo non plus. Frantz Fanon, c'est très récent qu'aujourd'hui, moi je vois que ma fille en terminale l'a étudié, mais à mon époque on l'étudiait pas. Peut-être que les premiers intellectuels à avoir parlé de Frantz Fanon en France, c'est les rappeurs. C'est les rappeurs, ouais. C'est ça, c'est que pour moi les rappeurs étaient tout aussi des intellectuels que les philosophes. En fait, ça ne veut pas dire que les rappeurs sont des philosophes, c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils font de la philo sans le savoir, mais c'est pas pour autant que c'est des philosophes. C'est quand même voilà, deux choses différentes. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre sur un même plan, finalement, quelqu'un qui vient avoir une conception du monde un peu décalée. Puis il faut voir en plus que souvent, le philosophe est un écorché vif, un peu comme le rappeur hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, on va rarement vers la philo parce que tout va bien. Aussi. C'est quand même important de se le rappeler. Autant beaucoup de jeunes étudiantes vont vers la psycho parce qu'elles pensent qu'elles, ça va bien, elles vont pouvoir aider les autres. Autant vers la philo, on y va rarement si vraiment tout va bien. Y a quand même quelque chose, quand même 2-3 questions qu'on se pose sur le monde et sur la vie. Sinon, c'est dommage. Donc, et pareil pour le rap finalement, enfin pour le hip-hop, il y a quelque chose aussi de la faille qu'on va essayer de combler. En fait, il y a un truc très système D d'essayer de trouver dans ce qu'on a sous la main, à savoir la pensée ou la feuille et le crayon, j'ai envie de dire, de pouvoir poser quelque chose en fait. Ok, du coup, donc pour toi, c'est un premier lien en fait. C'est déjà d'essayer de soigner quelque chose. Parce que quand on va vers la philo ou vers le rap, c'est un des premiers liens que tu fais. Ouais, il y a une dimension thérapeutique, mais qui n'est pas forcément une dimension qui est conscientisée. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on va se dire j'y vais pour ça en fait. Par contre, il y a une dimension thérapeutique dans le sens où il y a quelque chose qui vient donner du sens. Et moi, je crois que le fait de donner du sens permet de mieux comprendre les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà. Donc des deux côtés, c'est une façon de donner du sens. Par l'art ou par le raisonnement, en fait. Mais des deux côtés, c'est une façon de donner du sens.
Après, comme on a pu voir, moi-même j'ai été la première surprise quand justement il y a eu ce fameux bandeau quand j'ai été à BFM 100 minutes. Voilà, le fameux bandeau philosophe spécialiste du rap. Voilà, c'est ça. Juste Et pour rappeler, là- tu étais invité sur BFM TV. Il y avait un bandeau en dessous pour te présenter, c'était marqué philosophe spécialiste du rap. Et en fait, ça fait un tollé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, à la fois dans le monde du rap et à la fois chez les auditeurs, enfin chez les téléspectateurs, mais y compris des rappeurs, etc., qui se sont foutus de ta gueule en gros, et ça a été voire jusqu'à des insultes. Et non, des rappeurs non, en fait. En fait, des rappeurs non. D'accord. En fait, il n'y a pas eu de rappeurs qui me sont tombés dessus. En fait. Bon, alors on n'a pas les mêmes souvenirs, mais moi j'ai souvenir de rappeurs qui se moquaient vraiment fort, ou en tout cas de gens du rap. Qui bon, ok. Au moins un beatmaker dont les deux initiales sont la même lettre et qui faisait beaucoup de bons sons dans les années 90. Oui, mais qui justement pour le coup s'est excusé en plus. Oui, c'est vrai. S'est excusé publiquement en fait au bout de 48 heures. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est pas un rappeur. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait j'insiste parce que pour le coup en fait c'est pas les rappeurs que ça a choqué le côté philosophe du rap. Et d'ailleurs si on remet un peu les choses dans leur contexte, ce qui a choqué dans le philosophe du rap, c'est pas au milieu du rap, c'est pas dans le milieu du rap. Ce qui a choqué dans le milieu du rap, c'est que ma gueule correspondait pas à ce qu'ils imaginaient. C'est pas la même chose. Voilà. J'étais une femme. T'étais blonde aux yeux bleus, t'es une femme de. Maintenant j'ai les cheveux gris, enfin c'est-à-dire que maintenant j'ai ma vraie couleur en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais été une vraie blonde, mais bon voilà. Toujours les cheveux gris. Voilà, j'étais une meuf, donc voilà, avec les cheveux gris on les cachait un peu comme ça. Mais j'allais dire à l'époque, parce que maintenant on assume. Mais voilà, tout ça pour dire que ce qui a choqué dans le milieu, c'était plutôt le côté justement, le fait que je sois une nana, que les gens. C'est vrai que moi j'ai toujours été plutôt discrète, donc j'ai pas forcément besoin de montrer ma figure partout. Et donc les gens me connaissaient pas. Surtout, en fait. Par contre, ce qui a beaucoup choqué dans la sphère autre que rap, c'était justement le côté philosophe du rap avec l'idée c'est une oxymore. Donc, ça, on l'a beaucoup vu à beaucoup d'endroits. L'idée que, ça a été repris par Dieudonné notamment, ça a été repris par Saïd Ben Al-Saïd aussi, de la haine, qui justement évoquait l'idée que c'était impossible. Saïd Tagmaoui, de la haine, ouais, d'accord. Oui, j'ai mal dit son nom de famille, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, c'était l'idée que mettre philosophe et rap dans la même phrase, c'était juste inenvisageable. Or, en fait, depuis toujours, les rappeurs, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas les rappeurs qui ont réagi, parce que les rappeurs, ça les dérangeait pas. Justement, pour eux, c'était une évidence. J'ai jamais eu de problème avec les rappeurs sur aucun de mes articles. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec des gens de la sphère rap qui ne sont pas des rappeurs. Ça veut dire quoi, les journalistes, les producteurs je veux dire, c'est même pas d'ailleurs les journalistes, ça veut dire c'est le rap game. J'ai eu plus de mal avec le rap game à part les rappeurs. Le rap game, c'est tout ce qui est l'industrie musicale. Ouais. Donc voilà, les managers, c'est tout ce qui va en fait toucher à se faire de l'argent sur le rap. Okay. Voilà. Donc ça peut toucher certains journalistes, mais pas que. Voilà. C'est pour ça que c'est important. C'est ceux qui font de l'argent sur le rap. Et donc toi, pour toi, le souci de cette mauvaise réception, parce que je voulais te demander, on y reviendra, c'était quoi la réception aussi dans les années 90 quand tu étais à la fac et que tu mettais un rappeur dans ta copie, mais aujourd'hui la même chose. Le souci dans cette réception, c'est qu'on traite le rap comme impossible à mettre en parallèle avec la philo, ou alors c'est plutôt une question de concurrence, puisque ça vient pas des rappeurs, mais ça vient des gens qui traînent autour des rappeurs, autour de la sphère rap, un peu comme toi en fait. Les deux. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, a priori, encore une fois, à travers le rap, il y aurait quelque chose de non pensable, en fait. Le rap serait une forme d'impensé, d'un truc qui ne serait pas pensable. Voilà, il n'y a pas de raison, ça n'aurait aucun intérêt intellectuel. Il faut quand même rappeler que des gens comme Monsieur Z, qu'on ne va pas citer outre mesure, évoquait quand même que c'était une musique d'un culte, mais des gens comme Malek Bouti ont pu le dire aussi, en disant que finalement ils avaient eu la chance de grandir avec une bibliothèque et pas une MJC où on faisait du rap à côté. Donc des phrases comme ça ont beaucoup marqué en fait. Et donc, mais tu vois quand tu cites Malek Bouti ou Zemmour, c'est pas des gens qui mangent sur le rap. Malek Bouti a mangé sur le rap, c'est pas vrai, l'oublier. Oui, mais je veux dire, c'est pas l'industrie du disque ou le rap game dont tu disais. Non. Moi je me demande comment ça se fait que que toi, ou que le fait de mettre en accord philosophie et rap, ou mettre philosophie et rap dans la même phrase, peut avoir une mauvaise réception dans l'industrie du rap pourtant. Parce qu'on n'a pas forcément envie de penser, d'amener quelque chose d'intellectuel. On est dans une époque où le mot d'ordre marketing, c'est pas se prendre la tête.
où c'est du divertissement au sens, non pas du divertissement réel, en fait, mais du divertissement au sens de quelque chose qui surtout ne fait pas penser, surtout amènerait à pouvoir supporter justement toutes les vicissitudes du monde. Enfin, voilà. On serait plutôt dans la diversion, du coup. Oui, beaucoup plus dans la diversion que dans une forme de divertissement positif, on va dire. En tout cas, sinon on est dans le divertissement, je veux dire, pascalien le plus pathétique qui soit, en fait. Alors vas-y, stop, parce que moi j'ai les références rap, mais j'ai pas les références philo. Alors, et je suis sûr que c'est un peu le cas de plein de gens qui vont nous regarder. Donc c'est quoi le divertissement pascalien un peu pathétique ? Alors le divertissement pascalien un peu pathétique, c'est l'idée que pour Pascal, on a tous besoin de se divertir parce qu'on n'est pas à sa hauteur en fait, à sa capacité à lui de pouvoir affronter la mort et le monde et sa vicissitude, parce que c'est pour ça que moi je suis pas une grande fan de ce mec-là, mais voilà, on peut le dire. Mais ça n'empêche que voilà, quelque part il explique qu'il y a quelque chose d'un peu obligatoire au divertissement, ne serait-ce que pour éviter de penser à la mort et donc quelque part de se tirer une balle, peu de choses près. Donc oui, on a tous besoin de se divertir. Heureusement qu'on ne passe pas notre temps à se dire on est mortel, quand est-ce que je vais mourir ? En gros, c'est humain là-dessus. Après, là où ça devient plus pathétique, au sens un peu où ça fait pitié, parce que pathétique, ça veut dire ça fait pitié, ça génère de la pitié en nous, c'est que ça renverrait une espèce de misère, finalement, de l'humanité elle-même, qui ne pourrait pas faire autrement que de se divertir pour pouvoir penser à autre chose. Et en fait, quelque part, l'homme vrai, ça serait l'ermite, quoi. Donc c'est assez triste. C'est triste et en même temps, c'est très rap français, non ? C'est très rap français des années 90, 18e. Mais non, ouais, mais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand tu me parles de ce que dit Pascal, j'ai l'impression d'entendre un album de Virus, ou de Artigan, ou de Hugo TSR, enfin tu vois. C'est exactement l'école que je viens de te donner. Tu vois, c'est quoi t'as dit ? C'est l'école que je viens de te donner. Ouais. Virus un peu moins, et oui, Artigan aussi, ouais, t'as raison. mais c'est intéressant parce que c'est très parisien. Le rap marseillais n'a rien à voir. Je sais pas. Dans les thématiques, rien pendant à voir. très longtemps, le rap marseillais a quand même eu la réputation d'être un rap de chialeur. Tu vois, Soprano, c'est complètement ça. C'est complètement ce que tu viens de dire. Soprano, partie de la même génération. Mais Pré-Soprano, entre Soprano psychiatre et aujourd'hui. De la rue, ou... entre psychiatre et aujourd'hui, le Soprano de La Colombe, etc. Tu vois, de Mélancolique Anonyme et compagnie. Enfin, tu vois, c'était. Ouais, mais ça, c'est déjà 2000. Ouais. En fait, c'est déjà 2090. On est sur, tu vois, typiquement, là, je te disais, rap 90, 18e. Oui, c'est des gens qui ont été influencés peut-être. Ouais. Et en fait, il y a cette influence quand même qui est très présente. C'est très parisien ce truc en fait, qu'on a toujours observé. Paris se prend la tête. Mais en fait, est-ce que c'est pas français ? Moi, je dirais que c'est parisien. Français dans le sens, tu vois, Damien XVI, tu vois, enfin, il y a un truc très poète maudit, Rimbaud aussi, tu vois. C'est très parisien. Tout ça est très parisien. Rimbaud, c'est pas un parisien, si ? Ah ouais. Avec Verlaine, quand même, si. Ouais. Si. Je sais pas. Il y a eu beaucoup ils ont squatté Paname, ouais, tu vois. On est vraiment dans l'idée du poète maudit parisien, ou du titi parisien presque, en fait. Ouais. Ça va avec. Il y a un truc très parisien. Y compris quand il y a des influences, quand ça va influencer ailleurs, oui. Des Furax ou etc. Tu vois, aussi là, qui viennent d'ailleurs, tu vois, et qui sont complètement dans ce rap-là. Oui, qui peuvent être dans ce rap-là et qui parfois vont aller chercher ailleurs dans les influences musicales, pour le coup. Parce que Furax va chercher en Corse, dans les chants corses. C'est pas par hasard. Oui, non, moi je te parle de ce fameux thème de voilà, tout est sombre, enfin tu vois, ce truc très sombre de toute façon la vie ne vaut pas vraiment le coup d'être vécu et c'est triste et du coup je fais du rap ou alors du coup je philosophe. Alors c'est marrant ce que tu dis là, parce que Scylla et Furax, si on s'arrête 5 minutes dessus, pour moi ils sont loin d'être tristes. En fait, justement. Arrêtons-nous 5 minutes sur Scylla et Furax. Autant il peut y avoir quelque chose de très dur, justement, je trouve, dans ce qu'on appelle le rap parisien classique, c'est-à-dire quelque chose de très dur, de très désenchanté. Autant si tu prends Furax, il y a quelque chose où à chaque voyage, il y a quelque chose en fait où tu sens qu'il s'en est sorti, quoi, en fait. Au contraire, il y a quelque chose d'hyper phénix. Je renais de mes cendres chez Furax quand même. Et puis le côté Barberousse, quand même, il y a un truc pour moi. Le rouge est hyper présent. En fait, il y a de la couleur. On n'est pas dans du gris du tout. Et si là, pour le coup aussi, même si dans la première approche, on pourrait se dire que finalement, il faudrait qu'il vende son album avec une corde. Quand on voit, par exemple, notamment ses derniers sons, là, que ce soit l'album qu'il a fait avec Sofiane Pamar ou là, les derniers Qui suis-je, on est vraiment sur, alors là, hautement philosophique, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur l'humanité, sur l'homme, qu'est-ce que c'est que d'être les uns avec les autres, d'aimer, mais on est sur des messages hyper positifs, en fait. Moi, j'ai toujours dit, et surtout plus récemment, que Scylla c'est un peu Furax avec tu sais une fenêtre entrouverte quoi.
avec un petit peu de lumière qui passe par l'entrebâillement. J'ai l'impression qu'il y a de ça un peu. Et cet entrebâillement, je l'attribue, mais c'est très personnel en tant qu'auditeur des deux. Je crois qu'il y a la dimension spirituelle aussi. C'est que s'il est croyant, et il en parle souvent, sans vraiment dire de quelle religion, même si on peut le comprendre entre les lignes. Mais du coup, être religieux, c'est aussi avoir un idéal. Et il y a un peu ça chez PNL aussi d'ailleurs. Hein. Tout est triste, mais quand même, on espère le paradis un jour, etc. Et du coup, c'est cette lumière-là qui rentre, j'ai l'impression. Et alors, je connais pas assez Pascal, mais je sais que Pascal était croyant. Et j'ai envie de te demander si il y a aussi cette dimension-là de le fait de croire éclaire un petit peu quand même cette chez Pascal, pas énormément en fait, parce que chez Pascal, on est plutôt sur la croyance. Voilà, c'était un jansénite même Pascal, hein, donc c'était plutôt sur une croyance et de mode de vie sacerdotal en fait. Enfin, il était beaucoup plus sur, c'est-à-dire un rapport au transcendantal d'ailleurs, on va dire, enfin, c'est-à-dire au mystique, qui était un rapport vachement vachement lié à lui-même et à son idée d'élection aussi personnelle. Enfin, voilà, il y a aussi une image de soi, un rapport narcissique assez particulier. Très rap en fait. Ouais. C'est pas loin de l'égotisme. Il a un côté égo-trip de temps en temps, Pascal, parce qu'en gros, c'est genre moi je suis le meilleur, moi je suis le plus fort, moi j'ai réussi à faire ce que vous n'êtes pas capable de faire, quoi, à peu de choses près. Ce que pour le coup, ni Furax ni Scylla ne disent. Voilà, parce que typiquement la transcendance aujourd'hui nous permet aussi de sortir un petit peu de l'ego. Justement. C'est là qu'on voit la différence justement entre le rappeur avec une mystique et celui qui n'en a pas. Voilà. Si tu prends par exemple, je sais pas, on a un duo mythique dont il y en a un qui est plus religieux que l'autre. C'est pas du tout la même face et le même discours. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter longtemps sur la dimension c'est pour ça qu'on va pas les citer. Sur la dimension mystique de Booba parce qu'elle voilà. elle est hyper présente aussi. Hein. Oui, mais elle oscille trop pour être réelle. Pour moi, elle oscille trop pour être elle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, la dimension mystique chez Booba, c'est des références qui viennent servir son propos. C'est pas des références qui viennent servir un discours, enfin, au sens de quelque chose de construit. Je sais pas. En fait, moi, j'ai l'impression que la phrase qui résume la dimension mystique de Booba, c'est « Et pourtant, je dis Bismillah quand je mange ». Tu vois ? Parce qu'elle commence par « Et pourtant ». Ça veut dire qu'il y a enfin, tu vois, il y a une espèce d'opposition avec tout ce qu'il y a avant, et ça pourrait être le début et la fin aussi de tout ce qu'il a écrit d'autre, tu vois. Parce qu'il assume complètement cette question, enfin ce paradoxe en fait, et de pas être parfait en fait, et d'être complètement à l'opposé des valeurs religieuses ou des valeurs spirituelles, et de poser quand même et pourtant je dis Bismillah quand je mange, tu vois. Oui, mais il le dit aussi en sachant qu'il se revendique non musulman. Je sais pas. Fait, oui. Il se revendique non musulman. Non, mais donc, même ça, donc il y a ce truc de aussi, on peut l'entendre, et pourtant je dis Bismillah quand je mange. Je suis pas musulman, mais pourtant je le dis. Est-ce que je le dis pour faire comme tout le monde ? Est-ce que c'est des utilisations de termes pour pouvoir justement je sais pas, c'est compliqué de le juger. On n'est pas dans sa tête, non, on ne peut pas savoir déjà. Mais c'est intéressant de l'analyser. Voilà. En tout cas, et typiquement, c'est un débat qu'il faudrait avoir avec lui. Voilà, pour le coup, parce que ça, voilà, l'invitation est lancée. Hein. Ça concerne chacun. Prochain cycle de rencontres. Donc voilà, Ismaël invite Booba au prochain cycle. Voilà. Hein ? Anne, tu as entendu ? Et donc, voilà, mais tout ça par rapport à ce qu'on disait au départ, justement, sur finalement 18e, pas 18e, le rap philosophique, c'est vrai qu'il y a une dimension, typiquement, voilà, si je reprends, c'est pas un Scylla, c'est pas un Furax, c'est pas la Scred qui m'embêterait sur la dimension philosophique. C'est même pas IAM, d'ailleurs, non plus. C'est même pas Soprano. Voilà, parce que quelque part, c'est des évidences pour eux, en fait. Pour les artistes, il y a quelque chose de relativement évident sur le fait que leur discours est un discours qui pense. Et ça, il n'y a pas un seul artiste que j'ai rencontré qui puisse me dire le contraire. Même, j'ai envie de dire, celui qui fait un truc totalement... Même Jul ou Nino. Ou Kobalade, on va dire. Ou Kobalade, par exemple. Parce que Nino et Jul, ils pensent plus leur texte, en fait. Non, mais attention, Jul, Nino, Kobalade, pour moi, c'est complètement du rap having fun. Tu vois, divertissement et tout, même s'il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça chez Nino. On est quand même sur du 80-90% d'enjaillement. Tu vois, on est sur de la musique de boîte de nuit. Ou de chicha, mais de la musique d'enjaillement, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que... Et j'aurais pu dire ça, ne sont pas crew, tu vois. Ouais, mais alors là, pour le coup, clairement pas. Parce que justement, là, pour le coup, pour eux, pour le Saiyan, alors après... Ils sont 5, voilà, 5 personnalités différentes avec des enjeux différents, mais
quand même pour beaucoup d'entre eux, ça n'a pas posé de problème. Et je sais que souvent, quand j'avais, notamment, je me souviens, c'est Sir Samuel, le premier que j'avais cité en fait dans un article, et qui était, voilà, m'avait contacté après, parce qu'en général, ils me contactent après les articles et pas avant, justement. Enfin, et en me remerciant, parce que justement, c'était hyper intéressant pour eux de voir comment on pouvait avoir une perspective un peu différente de leurs propos que juste une réception bien écrit, mal écrit, quoi, en fait. Ou c'est sympa, c'est pas sympa, ou on a aimé, on n'a pas aimé, en fait. Donc c'est aussi une autre façon de parler du rap, en tout cas, ou de parler de la culture hip-hop au sens large, parce qu'on peut aussi parler de culture hip-hop dans son ensemble, aussi, d'un point de vue philosophique. Mais en tout cas, de parler aussi de rap un peu différemment, de s'appuyer sur les textes un peu différemment que des analyses textuelles pures dures, en fait. Il ne s'agit pas de faire parler la virgule ou de faire un commentaire composé. Mais plutôt d'essayer de comprendre voilà, qu'est-ce que ça vient révéler, comment on le confronte. Enfin, en tout cas, moi, ma démarche, c'est de confronter les points de vue. J'ai une démarche vraiment qui est phénoménologique, à savoir de confronter les différents points de vue en partant du principe que c'est par la récurrence en fait, qu'il y a des choses qui peuvent advenir en termes de vérité. Voilà. C'est pas un raisonnement déductif. Moi, je ne fais pas de recherche scientifique. Je ne me considère pas comme une scientifique, même si la philo est bien plus scientifique qu'on ne le croit. Mais en tout cas, voilà, je ne me considère pas comme une scientifique. Je ne me considère pas comme une chercheuse. Je ne fais pas de stats. Je ne fais pas de recherche exhaustive. C'est pas mon objectif, en fait. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de démontrer des choses à partir d'une intuition, d'une hypothèse de départ, en fait, de comment je vais essayer de la suivre et d'essayer de démontrer en allant chercher finalement dans les différents points de vue et en écoutant les gens. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu viens de donner, d'une intuition dont tu es parti et que tu as réussi, entre guillemets, quelque part à valider par la récurrence ou par l'étude de texte? Parce que c'est ce que tu faisais beaucoup dans les articles que tu écrivais sur le Huffington Post ou sur le blog de Mediapart. C'est un peu comme ça que tu t'es fait connaître dans le milieu. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous. Et je pense que c'est un peu comme ça que tu as rencontré aussi le milieu en général. Oui, alors, beaucoup de gens sont venus à moi par là, en effet. Bon, il y avait des gens que je connaissais déjà d'avant, en fait, parce que je fais partie d'une génération et que j'ai grandi dans un environnement que les gens n'imaginent pas. Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à travers les premiers articles, l'idée, c'était justement de démontrer un petit peu comment, autour d'un phénomène de société, il y avait des choses qui pouvaient se rencontrer et faire écho, en fait, caisse de résonance. Un des meilleurs exemples, j'ai envie de te dire, c'est malheureusement les violences policières, en fait, qui est quand même un enjeu qui a été extrêmement présent depuis les années 90 et dont on voit que, voilà, aujourd'hui, ça commence enfin à prendre, et encore, mais il y a quelque chose où quel que soit le bord, quelle que soit l'orientation, quel que soit j'ai envie de dire que ce soit un Nino, un Jul, un IAM, Scred ou NTM, tout le monde en a parlé. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Voilà. C'est que tout le monde en parle. De la même manière que l'émancipation, tout le monde en parle. L'émancipation de ses conditions de naissance. C'est ce qui va me faire dire d'ailleurs à un moment que finalement le rap est très républicain. Pas au sens de la République tel que le printemps républicain le pense, hein, on est bien d'accord, hein, mais républicain dans le sens des fondements idéologiques de la République. Voilà, la laïcité qui est promue par le hip-hop, c'est la laïcité de la République en fait, c'est la loi 1905. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Voilà. La solidarité qui a lieu dans les quartiers, qui est très souvent racontée aussi dans les textes de rap, c'est la solidarité fraternelle, c'est le droit du sol. En fait, on est vraiment sur des enjeux idéologiques très proches des enjeux républicains, et c'est ça, et donc de la philosophie des Lumières, non pas celle de Finkielkraut, là encore une fois, mais la vraie philosophie des Lumières, pas celle de Voltaire, parce que Voltaire n'était pas un philosophe des Lumières, enfin en tout cas c'était raccroché, mais plutôt Montesquieu, Diderot, les vrais encyclopédistes, quoi, en fait, ceux qui se sont vraiment posé les questions de c'est quoi la loi, c'est quoi la justice, voilà, c'est quoi le monde, quoi, aussi, en fait. Et toi, ton propos, est-ce que c'est de faire des liens entre, moi je vois ça de l'extérieur, tu sais, mais est-ce que ce serait de faire des liens entre, comme on a fait tout à l'heure, entre Pascal et le rap parisien du 18e, d'essayer de trouver des ponts comme ça entre certains rappeurs et certains philosophes, ou certains courants du rap et certains courants de la philo, ou est-ce que tu es plutôt dans le fait d'étayer des intuitions avec des références, un peu comme quand tu faisais avec tes dissertes, avec des références à la fois venues de la philo et à la fois venues du rap, on va dire entre guillemets à égalité? En fait, les deux. En fait, je fais les deux. C'est-à-dire qu'à la fois mettre le philosophe et le rappeur un peu à égalité, c'est aussi les mettre en perspective, en fait. Et étant donné que c'est pas simplement de la citation pour la citation, l'enjeu, c'est pas, voilà, c'est toute la différence avec le bachotage, justement. C'est pour ça que personnellement, j'ai pas voulu être prof de philo en terminale. Mais parce que pour moi, on fait pas de la philo en terminale, on bachote, c'est pas pareil. Donc il faut prendre le temps. Il faut un peu de temps pour la philo. C'est vrai que c'est pas très tendance en ce moment. Mais donc ça suppose de mettre en perspective les choses et donc de montrer que finalement, il y a quelque chose de proche, j'ai envie de te dire, par exemple, entre un Pascal et PNL. Oui, PNL a un côté très pascalien, moi je trouve.
Justement, on se divertit pour essayer de penser à autre chose, mais en même temps, au fond, on est très dépressif et on vise un idéal. Voilà, c'est très pascalien, en fait. Mais c'est pas pour autant que ce n'est que pascalien et que PNL se réfère à Pascal. Ça, par contre, c'est pas vrai. Ou que Pascal ne serait que PNLien. Ah bah non, clairement, peut-être même qu'il s'aimera pas. Mais on n'en sait rien. Mais voilà, quelqu'un comme Montaigne est un grand rappeur, par exemple. Moi, je vous invite tous à lire les pensées de Montaigne. Et puis en plus, en ancien français, c'est encore plus drôle. Mais il y a des super punchlines. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un rappeur? Par rapport à la forme, tu veux dire? Par rapport à la forme, par rapport à la manière dont il pense aussi. C'est-à-dire, il est dans l'écriture. Les pensées, j'écris au fur et à mesure comme ça me vient, en fait. Voilà, moi par exemple, je m'étais amusée à transposer l'Iliade et l'Odyssée en chant de rap, en clip de rap. Il y a un truc très proche en fait, parce que c'est des chants à chaque fois. Et on remplace toutes les battles par tous les combats par des battles de danse ou de graphes. Enfin voilà, et il y a vraiment moyen de faire des trucs super bien. D'ailleurs, s'il y a un producteur qui regarde, j'ai une super série. Voilà, j'ai carrément une quinzaine de saisons, hein, donc on peut y aller sur Netflix. Hein. Mais donc tout ça pour dire que en fait c'est les deux. Ça, pour moi c'est pas divisé. C'est-à-dire que c'est pas simplement, je vais pas dire qui est PNLien ou machin. Je suis pas là pour faire une guerre de triage. En fait, par contre, la mise en perspective, ça m'intéresse. C'est-à-dire de pouvoir montrer que voilà, ce qu'on pense là à cet endroit-là, d'autres l'ont pensé à d'autres endroits, et qu'en fait on peut les mettre non pas à égalité ou au même niveau, mais ils peuvent se parler. Ça peut dialoguer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Et donc ce qui t'intéresse, ça m'amène la question de tes objectifs. En fait, quand tu écris, ou quand tu fais des vidéos, parce que tu fais aussi des vidéos philo sur Insta, sur ton Insta, Benjamin Veil, avec 2 L. Sinon, petit oiseau, il peut pas voler. Bah oui. Mais du coup, petit oiseau, c'est Twitter. Ça marche pas ton truc. Pas grave, ça marche quand même. Ouais. Et aussi sur Aloha News, le média belge Aloha News qu'on a déjà reçu avec Nikita et Yousra qui ont fait un bisou. Et du coup, tu fais ces vidéos-là. Et oui, ça m'amène à la question de l'objectif. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cherches à éclairer la pensée des philosophes, à faire découvrir les philosophes aux auditeurs du rap, à faire découvrir les rappeurs aux lecteurs de philo. Tu cherches juste à étayer ton propos avec toi, tes influences. C'est quoi le but en fait? Un peu tout. Un peu tout, comme je t'ai dit, moi ce qui m'importe c'est le dialogue. Donc c'est quelque part créer du dialogue et presque... alors créer, en tout cas l'introduire ou amener à ce que ça parle. Ça fait parler, moi c'est quelque part, tant mieux en fait. Parce que l'enjeu c'est que ça fasse parler, mais même déjà BFM ça a fait parler, tant mieux en fait. Quelque part, tant mieux, ça a parlé, ça a permis aux gens de se rendre compte que philo et rap ça pouvait aller ensemble. C'est déjà pas mal en fait. Ça peut dialoguer en fait. Les premiers qui étaient complètement choqués par le truc sont les premiers à s'être intéressés aux articles et en fait à avoir dit finalement c'est intéressant. Donc comme quoi, enfin voilà, ça permet d'ouvrir des portes. Moi ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir des portes qu'on pensait fermées. Voilà. Okay. T'as pas la clé, tu rentres par la fenêtre. Eh ben, on connaît. Hein. Donc la philo, bah, voilà, plein de gens n'ont pas les clés. Je leur donne la fenêtre. Je fais des petites fenêtres sur Insta, typiquement. En mode révision du bac, parce que j'ai en effet en tête qu'il y a quand même le bac qui va arriver le 17 juin, là. Donc, je fais une fois par semaine, je fais en fait une petite vidéo sur un philosophe. Là, pour le coup, je prends l'inverse des punchlines quelque part. Un philosophe. Et à la fin, dans les 15-20 dernières secondes, je montre comment le mettre en lien avec le rap ou avec la culture hip-hop. Avec 1 ou 2 questions, voilà, qui permettent comme ça aux étudiants de pouvoir s'en emparer. J'ai d'ailleurs là un étudiant qui m'a écrit hier de Suisse. Alors voilà, donc, il me parlait de gymnase. J'étais un peu perdue, mais pour me dire que il a réussi à l'utiliser et qu'il a eu une super note de la part de son prof de philo. Donc voilà, là je suis contente, typiquement. Donc là c'est plutôt du côté des étudiants, je vais dire. J'apprendrai rien à un philosophe, hein, franchement. De vous à moi, je n'estime pas. Même pas sur le rap. Si, je pense que dans l'absolu, on pourrait leur apprendre des choses, mais je suis pas sûre qu'ils en aient envie. Et en tout cas, les philosophes qu'on connaît là, voilà. Pour moi, un bon philosophe est un philosophe mort. J'ai rien contre vous, messieurs, hein, je préfère le dire, mais c'est-à-dire qu'on ne peut estimer que quelqu'un était vraiment un philosophe qu'une fois qu'il n'est plus là et que sa pensée perdure. C'est pareil pour un artiste d'ailleurs. Voilà, les fameuses légendes, les classiques, tout ça, un peu de temps. Voilà, un peu de distance, c'est pas mal aussi. Je sais pas, moi j'aime bien les gens qui sont cachés aussi, hein, qu'on connaît pas, tu vois. Ah, il peut y avoir, mais là ça crée des légendes justement. Mais c'est la distance, c'est la distance qui le crée. C'est voilà, la légende, pour créer une légende, il y a un moment il faut qu'il y ait du mythe. Oui, c'est vrai. Donc il faut de la et distance. Et la mort participe au mythe et tout, t'as raison, c'est vrai. Ouais. Dans le genre, ça pose là quand même. Hein. Ouais, parce que je pensais à East directement, par exemple, en rap, tu vois. Mais, grosse légende. Ouais, mais parce que ça mort. Et puis quelle mort.
Ouais, peut-être que s'il avait survécu, on s'en foutrait aujourd'hui, tu vois. Bah, c'est possible. Mm. Malheureusement, c'est possible. Il serait devenu comme X-Men, par exemple, tu vois, qui sont morts à petit feu, Mm. enfin, qui survivent aujourd'hui, qui font des trucs, mais Oui, vont... mais qui sont plus, Ouais, qui n'ont plus la même aura. exactement, ouais. L'aura, c'est vraiment un truc qui dépasse l'entendement, hein, il a raison, hein, donc c'est là où c'est compliqué. Mais donc voilà, pour ça que je dis quelque part, les philosophes, j'ai rien à leur apprendre. Moi c'est pas mon monde. Le monde universitaire, intellectuel, quelque part, j'ai envie de te dire, j'en fais partie. Je sais d'où je viens et qui je suis. Mais c'est pas vers eux que je me tourne, en fait, quelque part. Normalement, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont fait leurs études, ils connaissent déjà plein de trucs. S'ils ont envie de s'intéresser au rap, ils peuvent. Et je serais ravie de discuter avec eux. Mais bizarrement, ils viennent pas trop vers moi. Mais du coup, ça veut dire que tu réponds en fait quand même à ma question où l'endroit où tu te sens utile, ou en tout cas tu as envie d'aller, c'est pas forcément de faire découvrir le rap aux philosophes, c'est plutôt l'inverse quand même. C'est plutôt de faire découvrir la philosophie aux fans de rap ou aux rappeurs qui sont des fans de rap. Parce qu'en fait, je suis quand même à cheval sur deux disciplines qui sont super mal vues. Et l'une Oui, mais et l'autre. t'es à cheval, tu penches quand même d'un côté. Il y a un poids à ta cheville, quoi. Bah, les deux points, en fait. Bah non, parce que tu veux vraiment aller vers le monde du rap, le monde de la Mais philo. non, On bah, sent le qu'il y a monde, un de, truc bah, le où- monde de la philo, j'en viens, c'est le mien, en fait. Il m'habite aussi, en fait. Les deux. Mais sauf que la philo, j'en fais en permanence. J'en fais avec des équipes, j'en fais. Enfin voilà. En fait, pour moi, mais de la même manière, c'est pas. Je ne m'adresse pas à des philosophes. Je m'adresse à des gens, en fait. Et c'est presque d'ailleurs ce qui moi m'a pu me déranger dans la recherche classique universitaire à la française. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'adresse qu'à des gens comme nous. Moi, ça me pose de vraies questions, ça, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller montrer ça justement à des gens qui n'ont pas la formation que moi j'ai. T'es complètement en vulgarisation, en fait. C'est l'idée. Démocratisation, je préfère. T'aimes pas vulgarisation? Ouais, j'aime pas J'étais sûr que t'allais me vulgarisation reprendre. parce que J'étais sûr ouais, et tu savais, certain. T'es vraiment une philosophe, hein. Tu peux dire ce que tu Ouais, veux, hein, mais... puis je suis chiante sur les mots, ça, c'est vrai. Bah, c'est t'es vrai. philosophe, c'est Et ça, bah, c'est le concept. Hein. C'est mon taf. Ou Hein. t'es une rappeuse, un des deux, ou les deux. Les deux, mon capitaine. Non, je ne rappe pas parce que j'ai aucun sens du rythme. Mais et que j'estime que pour pouvoir bien rapper, il faut savoir danser d'abord, en fait. Mais voilà. On est en France, hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je le rappelle, en fait. Mais justement, ça commence par le rythme et tout ça, savoir bouger, quoi, en fait. Mais voilà. Et donc oui, moi c'est vrai que quelque part, je vais pas dire vulgariser parce que vulgariser, ça en fait, il y a l'idée. Alors l'origine étymologique du mot vulgaire n'est pas vulgaire justement, ça veut dire accessible. Hein. Et donc démocratiser en fait. Sauf que telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, il y a l'idée que la vulgarisation, c'est faire perdre un peu en contenu et en qualité. Et ça, je suis pas d'accord en fait. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que quand on maîtrise bien un concept, on peut l'expliquer très simplement. Voilà. Une phrase d'Einstein qui dit si tu sais pas expliquer un concept à un enfant de 7 ans, c'est que tu l'as pas compris. Exactement. Mais bon, la plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas, hein, aussi. Donc voilà. Donc étant donné que dans la recherche, c'est pas tendance ce truc-là, et que même moi, pour avoir fait des études de philo, voilà, à la fac, j'étais pas à l'aise déjà dans les cursus de philo à cause de ça, parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de condescendance du terme, en fait, et du concept, et puis voilà, que les philosophes écrivent de manière compliquée, j'ai envie de dire à la limite, mais je pense que quand on parle à des gens, on doit s'adresser à des gens et donc avec un discours qui est accessible et que quand on maîtrise bien, voilà, ces concepts, a priori, on n'a pas besoin, voilà, d'utiliser des mots compliqués, en fait. Et donc plus j'entends plus il y a des espèces de surconceptualisation, enfin, par exemple la métagore, voilà, tout bêtement. On en parle beaucoup, hein, d'ailleurs. Mais pour moi, ce terme-là, j'ai envie de dire, il suffit de dire une métaphore un peu gore, quoi. Oui, la métagore, c'est un mot valise donc entre métaphore et gore qui a été créé pour expliquer un peu, notamment les phrases de Booba, qui sont des Non, mais je l'explique pour que tu vois, pour les gens qui sauraient pas, qui serait une espèce de métaphore hardcore et pour décrire les phrases de Booba. Ouais. C'est-à-dire d'utiliser quelque part le gore comme image suffisamment forte pour que ça parle automatiquement sans avoir besoin du comme machin, voilà. En gros. Mais c'est vrai que voilà, on aurait pu l'expliquer, je pense, beaucoup plus facilement et pas l'utiliser comme ça un peu à tort et à travers, comme on vient de le faire là d'ailleurs, hein, et que heureusement que tu l'as expliqué. Merci. Parce que finalement, je trouve que voilà, il y a souvent quelque chose d'un peu qui se perd un peu là-dedans, en fait. En fait, moi, je parle pas pour moi. Moi, les concepts que j'utilise, je les connais, en fait. Donc, a priori, j'ai pas besoin de me gargariser dessus. J'ai plutôt besoin de m'assurer qu'en face, ça le comprenne. Et si je suis trop conceptuelle, en face, on va pas me suivre. Parce qu'en plus, ça m'intéresse pas de m'adresser à des gens qui sont déjà convaincus. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, en gros, les deux. Tac. Tu disais, je vais rebondir. Parce que ça va me permettre de passer un peu à la deuxième partie de ce dont on avait envie de parler ensemble. Tu disais, je fais de la philo avec les équipes, et je suppose que tu n'as pas d'équipe de philo, ni d'équipe de rap, donc c'est des équipes de quoi en fait?
C'est des équipes en fait de travail social. C'est vrai que je travaille. En fait, moi, j'ai en effet un profil un peu particulier parce que je n'ai pas fait de la recherche, j'ai pas fait de l'universitaire, j'ai même pas de thèse. On va le dire tout de suite. Je ne suis pas docteur en philosophie, donc oui, pour les universitaires, je ne mérite même pas le nom de philosophe. Mais ça tombe bien parce que c'est un nom qui ne te va pas. Bah oui, c'est pour ça que moi ça me dérange pas. Je le dis très 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 tranquillement en fait. Et bon, voilà, c'est pour ça que je laisse les gens m'appeler comme ça, mais moi je vais dire que j'ai une formation de philo. Voilà, quand on me demande. Mais c'est vrai que moi, mon travail, depuis que j'ai mené déjà en parallèle en fait de mes études, parce que moi je faisais partie des étudiants qui avaient besoin de travailler, je ne pouvais pas me permettre de travailler, enfin d'aller à la fac comme ça en fait, donc j'ai travaillé dans le social. Et dans le social qu'on appelle le social dur, c'est-à-dire pas le social au sens de la maison de quartier d'à côté, le social au sens de la protection de l'enfance, de l'exclusion, du handicap, de l'addiction, de la psychiatrie. Voilà. Donc, je travaille beaucoup avec des équipes. En fait, moi, je fais ce qu'on appelle de l'analyse des pratiques et de la formation et du conseil, en fait, avec des équipes. Donc, de temps en temps, je vais travailler avec eux sur un thème donné. Par exemple, la sexualité à l'adolescence. Par exemple, comment travailler un projet individualisé, comment travailler la question de l'individu dans le collectif. Voilà, enfin, tous ces aspects-là. Avec lesquels, donc oui, forcément, ma formation de philo m'aide à pouvoir bien comprendre ces enjeux et tout ça, et puis ma formation de terrain aussi. Et puis, de temps en temps, je vais travailler aussi avec eux sur en fait les situations les plus complexes qu'ils rencontrent en fait d'accompagnement. Et donc, là aussi, en fait, ma perspective, c'est la perspective de philo quand même, c'est-à-dire de pouvoir faire un petit pas de côté, d'essayer de comprendre un peu les interactions, tous les systèmes, l'organisation, enfin voilà, comment les choses se passent, pour leur permettre de développer ce qu'on appelle une analyse, une intelligence collective, quoi, c'est-à-dire une analyse qui soit commune et qu'à terme, dans l'intervalle des séances, ils puissent le faire sans moi. Ok, alors on est dans un cycle de rencontres qui s'appelle le fond et le flow, un cycle autour du hip-hop et des études universitaires sur le hip-hop. Tu viens de nous dire que tu n'étais pas universitaire, on est en train de parler de travail social et un peu de philo, mais ça n'a un peu rien à voir. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le rapport avec le hip-hop là-dedans ? Le rapport avec le hip-hop, c'est que justement, en fait, on travaille. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement de travailler avec les équipes déjà sur des projets hip-hop, en fait, notamment en protection de l'enfance, sur des structures ados. On travaille beaucoup avec alors que ce soit des graffeurs, des danseurs, parfois des artistes directement, mais aussi parfois avec certaines structures. Là, je vois avec une structure qui accueille des mineurs non accompagnés, donc les mineurs isolés étrangers. On va travailler sur une radio, mettre en place une radio, donc avec un artiste aussi. Ça fait en fait, et moi en fait, je viens de ce monde-là en fait, c'est-à-dire que moi, parallèlement à mes études, j'ai travaillé dans le social et je mettais en place des ateliers hip-hop en fait. Et aujourd'hui, tu fais ça un peu partout en France d'ailleurs. Voilà. Pendant un temps, moi j'ai été avant le Covid, mais moi je te voyais pas mal bouger. Un peu partout en France. En fait, vraiment. Oui, carrément partout en France. Là, par exemple, maintenant je le fais en visio, mais voilà, j'interviens à Montpellier avec des services pour aveugles. J'interviens. Donc je leur passe le bonjour s'ils me voient. Voilà, j'interviens. S'ils t'entendent. S'ils m'entendent. Aveugle, oui, merci. Merci. Je suis obligé, désolé. Voilà, merci. Non, mais merci. Alors. Juste c'est pour dire que je suis vrai. pas dans le cynisme, parce que j'ai bossé, j'ai fait des ateliers ici à l'IGA, l'Institut des jeunes aveugles, et en fait, je le fais parce que alors c'est des gamins, et c'est les premiers à vanner là-dessus. Mais je sais que eux, ils acceptent beaucoup mieux que nous, en fait. Ah, mais grave. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'explique un truc, moi, j'ai un tic de langage que beaucoup de gens ont, c'est que je dis, tu vois, et ils me disent, non, je vois pas. Je vois pas Ismaël. Mais c'est comme le ça marche quand on est en fauteuil. Ah ouais, pareil. Voilà, Ça roule. Moi, je dis ça roule, punaise, c'est pire. Ça va, t'es bien dans tes roues. Mais bon, voilà, ça c'est les petites blagues qu'on connaît quand on. Voilà. Mais en effet, et d'ailleurs, on n'y pense pas. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui nous le renvoient, et c'est ça qui est assez marrant. Mais bon, donc voilà, là, je pensais aux équipes en fait. Ouais, mais du ça coup, on y revient, quand même. À part les blagues sur les jeux de mots, parce que moi, il faut m'arrêter, sinon je m'arrête jamais. C'est très bien. Et oui, sur le rapport avec le hip-hop, donc tu étais en train de nous expliquer que c'était. Et que justement, il y avait de la mise en place d'ateliers, déjà même avant, au tout début de ton travail social, et aujourd'hui encore. Et puis, de temps en temps, des réflexions sur des projets aussi, c'est-à-dire les accompagner sur des projets. Là, typiquement, à Montpellier, on avait évoqué à un moment, bon, là, il y a eu la crise sanitaire, donc c'était plus compliqué, mais de pouvoir peut-être faire des liens avec le demi-festival. Demi-festival, du coup, le festival de demi-portion qui est à 7, toujours au mois d'août, et donc de comment, éventuellement, il pourrait y avoir peut-être un groupe de jeunes, bon, ça s'est pas fait pour l'instant, mais un groupe de jeunes qui pourrait peut-être couvrir quelque part le demi-festival et en faire un retour justement, et comment ils en font une transcription, enfin voilà, et en même temps travailler aussi un peu sur le DJing, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas le visible qu'on n'a pas le sensible de la musique non plus, et que le DJing peut être hyper intéressant pour développer le toucher, quand on sait que
quand on a un sens en moins, on développe beaucoup plus les autres et que c'est important de développer les autres, justement. Et que ça viendrait compléter des séances d'ergo, des séances même de psychomote. Enfin, voilà. En fait, l'idée, c'est de comment finalement utiliser l'art, non pas simplement au sens de l'art-thérapie classique, en fait, mais utiliser l'art comme un moyen thérapeutique, mais qui soit un moyen thérapeutique qui s'inscrive dans un projet, en fait. Et c'est là où, justement, la dimension philo est aussi importante, parce que moi, j'envisage pas la philo comme une discipline métaphysique. Voilà, c'est aussi ça. C'est que pour moi, la philo, c'est l'existence. C'est tout ce qui touche à l'existence. Qu'est-ce que ça serait une discipline métaphysique? Une discipline métaphysique, ça veut dire qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? En gros, c'est ces questions un peu classiques, métaphysiques, pour bien, voilà, c'est ce qui serait en dessous de ce qui est visible, en fait. Donc, c'est les questions sur les hypothèses, sur voilà, est-ce que Dieu existe Genre, tu veux dire underground? Underground connection. La métaphysique, c'est l'underground. La métaphysique, c'est l'underground de la physique. Ok. Surtout, en fait. Ça me va. C'est l'underground de la physique. Mais l'underground où on ne peut pas le toucher du tout, quoi. Enfin, c'est complètement abstrait, justement. Alors que, voilà. Donc, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été vraiment les questions qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire de la pensée, c'est pourquoi on pense telle chose à tel moment, à tel endroit. Enfin, et c'est une version de la philo qui est beaucoup plus ancrée dans le réel, qui est plus contemporaine. Ouais, c'est l'existant, ça me va bien. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qui existe, quoi. C'est le réel, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Beaucoup plus que la pure abstraction, quoi, en fait. Donc, voilà. Et dans mon réel, à moi, il y a du hip-hop, hein. Dans mon réel à moi, et moi, comme tous les philosophes, en fait, quelque part. Enfin, on utilise ce qu'on connaît. Ou comme tous les rappeurs. Comme tous les rappeurs. Tu vois, souvent, par exemple, il y a un jeune hier, je suis en résidence en ce moment dans une structure de l'aide sociale à l'enfance, de protection de l'enfance, et il y a un jeune hier qui m'a demandé est-ce que tu rappes comme Gradure? Et je lui ai dit ça veut dire quoi, est-ce que tu rappes comme Gradure, c'est quoi ta question? Et il m'a dit est-ce que tu parles de bœuf? Et je lui ai dit Gradure, dans sa jeunesse, il dealait de la bœuf à l'armée. Donc il raconte dans ses textes qu'il dealait de la bœuf à l'armée. Moi, j'ai pas fait l'armée et j'ai pas dealé de bœuf, donc je parle pas d'armée et je parle pas de bœuf. Et en fait, on est un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on est et de ce qu'on vit. Et pareil, il y a un autre jeune qui me demandait est-ce que je rappais en anglais ou en français. Et je dis oui, mais c'est un peu le concept du rappeur. C'est de rapper dans sa langue, y compris avec tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire son argot, la langue de ses parents, la langue de sa région ou la langue de son quartier. Il y a beaucoup de ça, et j'ai l'impression que c'est aussi un pont ou un lien qu'on peut faire avec la philo. Complètement, parce qu'en fait, quelque part, la pensée du philosophe comme du rappeur ne peut passer que par ses mots. M-O-E-T-S et M-O-E-X, les deux, en fait. Donc justement, il y a quelque chose où son seul outil, c'est les mots. Et c'est là où on voit bien que les mots d'ailleurs sont limités, en fait. Il y a quelque chose qui... Et d'ailleurs, c'est Nietzsche qui disait le philosophe est pris dans les filets du langage. Et moi, j'aime bien dire que le rappeur est pris aussi dans le filet du langage. Qui dit les filets, ça veut dire qu'à la fois, je suis enfermé, mais en même temps, j'ai des nasses, donc j'ai accès à l'extérieur. J'ai quand même l'ouverture sur l'extérieur. Je peux passer un doigt, quoi, en fait. Il y a la possibilité d'en sortir, qui est quelque part. C'est pour ça que c'est important, la notion de filet, c'est pas que un enfermement, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant de jouer sur le langage. Et de jouer sur le langage, ça va être de jouer sur tous les jeux de mots. Voilà. Et comme en plus, et c'est là que je vais faire le lien avec le travail social en termes de subjectivité, de construction identitaire, le jeu JE passe par le JEU, en fait, et passe justement par le jeu avec les mots, et ben c'est hyper important de savoir jouer avec les règles, jouer avec les mots. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend en psychodéveloppement, c'est hyper important, en fait. Un enfant qui ne triche jamais, c'est un enfant inquiétant. Voilà, c'est important de savoir tricher, parce que ça veut dire qu'on a intégré les règles. Et ça permet aussi justement aux adultes de dire non, là tu triches. Voilà, enfin, voilà. Et donc de savoir se le rappeler. En fait, c'est important de savoir détourner aussi un peu, mais ça veut dire qu'on les a intégrés. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de promouvoir la délinquance, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il s'agit de pouvoir accepter des doses de risque et de flottement, en fait. Le tout ordonné. C'est pour ça que le dogmatisme dérange, en fait. C'est-à-dire que ce soit le dogmatisme rapologique, le purisme me dérange tout autant, en fait, le c'était mieux avant, là, enfin, voilà, que le purisme philosophique. Donc on a droit à faire de la philo que sur ça. Enfin, non, bah non. Pas sur le rap. Bah non, le rap est tout à fait un objet philosophique, c'est un objet du monde, point. Et pourquoi tu dirais que les rappeurs sont prisonniers des filets du langage? Parce que eux, comme le philosophe, il faut qu'ils trouvent à travers les mots comment pouvoir exprimer quelque chose qui va bien au-delà. Et est-ce que tu as des rappeurs en tête, ou des rappeuses, ou des exemples ou même de philosophes qui repoussent ou qui se découpent les filets du langage, ou alors est-ce que c'est quelque chose, c'est une sentence irrévocable, on est forcément prisonnier des filets du langage? Alors certains ont essayé,
en donnant quelques pistes. Ils ont eu des problèmes. T'as Bergson qui a essayé, par Ouais. exemple. Et alors Bergson, mais il va le remplacer par le rire et il va écrire sur le rire. Donc l'humour. Avec Mais des mots. Donc l'humour, avec toute l'idée justement que l'humour, mais ça passe par le langage, là encore, on joue avec les mots. Donc voilà. Donc c'est en fait ceux qui ont essayé de s'émanciper. Nietzsche a essayé de s'émanciper en fait du langage à travers ses aphorismes. On voit comment il a été compris. En fait, c'est-à-dire qu'il a quand même été récupéré par le nazisme hitlérien. Donc, quand on essaie de trop réduire, parfois, on peut être aussi très mal compris. En tout cas, parce que c'était pas sa tendance, en fait, à Nietzsche. N'en déplaise à toute l'extrême droite française, Nietzsche n'était pas d'extrême droite. Voilà, il s'est quand même engueulé avec Wagner, avec sa sœur, à cause de ça, quoi. Donc, c'est pas complètement anodin. Voilà, faut quand même le rappeler, c'est important. Maintenant, voilà, il y a donc tous ceux qui ont essayé de s'en émanciper, c'est pas si simple, en fait. Et c'est là où d'ailleurs on est. Est-ce que dans le rap, t'aurais des. Moi, j'ai des trucs qui me viennent en tête. Hein. J'ai Ouais. l'impression que, par exemple, PNL. Ouais. Essaye de s'émanciper du langage. Bah, complètement. Même déjà, je crois que c'est une des tendances parce que, par exemple, bon, on est encore obligé de parler de Booba, mais Booba a cette caractéristique d'avoir suivi toutes les tendances et de l'avoir bien fait. Ouais. Et il en a créé très peu. Mais Il a j'ai créé la l'impression. tendance d'enlever les déterminants quand même. Bah, c'est ça. C'est exactement celle dont C'est j'avais la parlé. seule qu'il a créée. C'est peut-être la seule qu'il a créée, mais en Et fait, qui est c'est hyper restée. bah ouais. C'est-à-dire qu'il a changé la façon d'écrire des rappeurs et du coup, il a changé la façon de parler. Des moins de 25 ans peut-être aujourd'hui. Cette façon de parler sans déterminant, c'est quand même impressionnant. Ouais. Et du coup, moi je dirais que PNL est allé encore plus loin, c'est juste l'étape d'après, et ils ont enlevé, même, il y a parfois, il n'y a plus de mots. Cette façon de parler en onomatopée ou de mettre Ouais, des alors- silences, de laisser une place incroyable au silence, tu vois. Moi, je crois que le rappeur, depuis toujours, a une influence sur le langage. Parce que là, tu parles de Booba et en même temps, en fait, c'est le phrasé 9 de I, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un phrasé 9 de I. En fait, si tu regardes bien, c'est pas un phrasé de rappeur, c'est un phrasé 9 de I. Je sais, je vois quelqu'un derrière toi qui est en train de parler, là, je sais très bien, je sais d'où vient cette Il est là. pensée. Voilà, on lui passe le bonjour. Ok. Mais voilà, c'est un phrasé 9 de I. Et en fait, là-dessus, moi, je trouve que quand même, il y en a un à qui on rend pas assez hommage en termes de langage, c'est Rof. Parce qu'il y a quand même beaucoup de nos expressions de tous les jours qui viennent de Rof, en mode, voilà, tous ces trucs qu'on a utilisés en permanence, Non, garde bien la sûr, oui, pêche, ça fait garde la zizir, pêche, etc. ça Bien fait sûr, ouais. zizir, voilà. Et donc il y a toujours eu en fait dans le rap des liens justement qui passaient dans le langage courant. Ça c'est un truc et c'est ça qui est hyper intéressant et dynamique justement dans la rapologie. Quelque chose d'hyper intéressant. Il y a une vraie linguistique rapologique qui est hyper intéressante et qui fait évoluer le langage. Après, s'émanciper totalement du langage, ça va être compliqué pour les rappeurs parce que de fait, justement, quand PNL, c'est marrant parce que l'exemple que tu donnes de PNL, qui quelque part s'émancipe par les onomatopées, fait des sons parfois de 7 à 10 minutes avec juste 2 mots. Tu vois, on est quand même dans une utilisation du langage qui est assez singulière. Qui n'est est pas l'utilisation- minimaliste en tout cas, Mais- cet et endroit-là. qui n'est pas l'utilisation du langage que fait le commun des mortels Non. et que font les êtres humains normalement. Même Mais- pas les animaux, tu vois. Mais ils en sont revenus. Bah, Avec Deux Frères, ils en sont complètement revenus. je sais pas. En tout cas, c'est Bah, il y a du intéressant. texte. Je pense que c'est intéressant à analyser. Il y a du texte, mais il y a plein de fois où il y en a pas. Ne serait-ce qu'à l'ammoniaque, tu vois. Ah, mais justement, à l'ammoniaque, je trouve que le texte revient vachement plus qu'au Néné, quoi. Bien sûr. Mais vois il y a beaucoup de silence. En fait, la place, j'ai l'impression que le silence a beaucoup pris la place du langage. C'est-à-dire que les déterminants, il n'y en a plus du tout. Il y a plein de choses qu'il n'y a plus, mais il y a du langage. Il y a beaucoup de suggestions. Alors, On est voilà, arrivé il y a dans beaucoup un- de suggestions. Il y a ce que moi j'appellerais du faire-visage de Lévinas, justement. Vas-y, C'est-à-dire, balance. voilà, là On pour voit. le coup, et là on peut faire un lien justement, c'est-à-dire que Lévinas qui est un philosophe du XXe siècle aussi, hein, donc c'est un contemporain. Et Lévinas, il a beaucoup travaillé justement sur cette dimension du visage, en fait, c'est-à-dire de la vulnérabilité humaine qui s'exprime en fait face à dans la rencontre avec l'autre, donc le visage qui n'est pas simplement l'ovale du visage. Alors s'il prend l'image du visage, c'est que c'est la partie la plus exposée du corps, celle qu'on ne cache jamais, en fait, l'ovale du visage. Hein. Je ne parle pas des cheveux. Presque jamais. Alors, Mais sauf oui. en masque. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça que je parle. D'ailleurs, je parle bien de l'ovale du visage. Les cheveux, on s'en fout. Ok. Donc c'est voilà, et l'ovale du visage incarne la vulnérabilité humaine parce que finalement, c'est pas pour rien que quelque part l'idée qu'on vous mette les doigts dans les yeux, qu'on vous perce les yeux, c'est insupportable. Vous voyez, qu'on touche votre visage, la gifle est une humiliation ultime en fait. Vous voyez, parce qu'on a touché votre visage. Et ce qui va faire visage pour Lévinas, c'est justement tout ce qui nous rappelle la vulnérabilité humaine qui va au-delà de l'objet qu'on voit. Donc il prend par exemple l'exemple des photos. Vous voyez, la photo classique qu'on utilise comme exemple, c'est la photo de 2 mains sur des barreaux. Qui en fait, si on s'arrête dessus, c'est juste 2 mains sur des barreaux.
Mais en fait, ça raconte l'enfermement, ça raconte la liberté potentielle, derrière, ça raconte la souffrance, donc ça raconte plein de choses en fait. Et c'est ça, faire visage. Et c'est ça qui est intéressant dans le langage, c'est comment faire visage avec et PNL va travailler ça, notamment dans les silences. Il y en a un autre qui a très bien travaillé ça, c'est Damso, en fait. Et les cuts, les ad-libs, là, moi, m'intéressent vachement aujourd'hui. Parce que Niska aussi, énormément. Alors, il Niska y a une aussi, science de l'ad-lib qui est incroyable. Alors, Niska est le premier à avoir lancé l'ad-lib, mais je suis pas sûr. Moi, je pense que le premier en France, mais on a oublié en fait ça parce qu'il le fait plus. Le premier à avoir dit autre chose que le texte dans les ad-libs et du coup à avoir posé de la 3D quelque part, une espèce de perspective. En fait, c'est Medine. Medine faisait énormément ça dans ses deux premiers albums. Très souvent, il y avait son texte. Il y avait un petit mot comme ça qui sortait. Ouais, et qui en plus, même artistiquement, était chelou parce que c'était en même temps que la lead. C'est-à-dire que la lead disait un truc, donc la lead c'est la voix principale. Par exemple, la voix principale disait, alors c'est pas un texte de Medine, mais je vais dire n'importe quoi. La voix principale disait, je sais pas, j'ai envie de me faire un méga burger, d'accord. Et derrière il y avait un ad-lib qui disait frites mayo. Tu vois, donc complètement en perspective, un truc en plus, mais en même temps. Ce que Niska fait très peu, souvent les ad-libs répondent, et Damso aussi, tu vois. Mais je crois que la version moderne, c'est complètement Niska qui l'amène. Oui, c'est vrai. La version moderne, moi, je vois, c'est vrai que Niska l'a pas mal amené, mais l'a amené sans le faire parler, en fait, au sens de raconter un truc à travers ça. Il racontait de musicalité. Il n'a pas le même niveau de profondeur textuelle que Damso. C'est-à-dire que Damso a amené la profondeur textuelle, mais Niska amène quand même ce truc. Oui, moi je trouve que Niska, il amène vraiment la dimension, justement, de le texte seul ne suffit pas. En fait, et c'est ça que moi qui m'intéresse, en fait, notamment dans le rap d'aujourd'hui, c'est comment, à travers les silences et les cuts même, il y a quelque chose. Et l'exemple que moi je veux donner qui fait pour moi le plus visage de Damso, c'est dans Deux toiles de mer, le moment où en fait, quand il entend son fils, on entend un, et ben ça suffit. En fait, c'est ça qui vous donne les poils, en fait. Et juste ça fait visage. Et c'est là où, là, il est pris dans les filets du langage, parce que sinon, en fait, il l'aurait raconté. Je sais pas si tu as étudié. Enfin, si tu as étudié dans les articles que tu as écrits, si tu l'as cité, mais je crois, Samir Hamad. Parce que pour moi, Samir Hamad, on est aussi un peu dans l'émancipation du langage, parce qu'on est quasiment dans du rap abstrait. C'est-à-dire qu'il y a très... hyper poétique, hyper lyrique, même, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je parle d'abstrait, parce que Samir Hamad, c'est un rappeur dont c'est très compliqué de dégager un thème d'un morceau. C'est très compliqué même parfois de savoir de quoi il parle. On est quasiment que dans des juxtapositions d'images, et on est presque dans un rap... je sais pas, pictural quoi. On est dans des peintures. Il peint Samir Hamad. Pour moi, c'est vraiment l'art poétique par excellence, Samir Hamad. Mais c'est pour ça que pour le coup, pour moi, c'est moins facile à utiliser. Ok. C'est moins facile à utiliser. D'ailleurs, j'en suis désolée parce que j'aime bien ce qu'il fait. Mais je peux moins l'utiliser parce que justement, c'est hyper poétique. Donc, c'est vraiment du côté de la littérature, en fait. Et ça, souvent, il y a une confusion entre philo et littérature. Moi, c'est pas tant la poésie, le beau mot qui va m'intéresser. C'est le sens, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas me raconter du monde. Et Samir Hamad est parfois pas du tout dans le sens. Voilà. Très peu. J'essaie de trouver des exemples, mais il a des trucs... il y en a quelques-uns. Il a des phrases genre Noyer Marx dans du Coca Zéro, tu vois, qui est joli. Le sens... On peut nous-mêmes trouver du sens, chercher politiquement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'exploitation de Marx, là-dessus, etc. je vais trouver plus efficace celle de Sadek, dans ses BD, qui finit en disant j'en ai plus rien à faire des likes. Je sais, ça peut paraître bizarre comme comme soutenir les Ouïghours en s'habillant tout en Nike. Parce que là, il y a une recherche de sens qu'il n'y a pas forcément chez... Tu vois, on est complètement dans l'image quand, par exemple, Samir Hamad va dire « Je sors de l'ordinaire comme Tupac du tribunal ». Oui. Voilà. Tu vois, on est vraiment dans du tableau, en fait. Ouais. Oui, c'est pictural. Mais en fait, je te parle de ça parce que je reviens... Tu vois, je suis encore bloqué sur la phrase de Nietzsche de l'émancipation du langage. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une dynamique dans le rap français actuel d'essayer de s'émanciper du langage. Et de s'émanciper du sens, en tout cas. En fait, moi, j'ai envie de te dire, j'aurais envie de penser aujourd'hui qu'on s'émancipe pas du sens parce que ça va être problématique, mais plutôt qu'on essaye de donner du sens en transformant les mots. Et ça, c'est la dynamique interne de tout langage et de toute culture. Vas-y, j'aimerais bien que tu développes parce que je suis pas d'accord a priori. Mais c'est-à-dire que pour moi, toute culture, nécessairement, a vocation à bouger, en fait, à évoluer, à intégrer, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être fixe. Si elle est fixe, elle est morte. Donc il y a quelque chose de dynamique qui est obligatoire. Donc forcément, le langage, étant un élément culturel, ça doit rester dynamique. Le langage a toujours été dynamique. La langue qu'on parle aujourd'hui n'est plus la langue qu'on parlait dans les années 70. J'ai même envie de dire, j'ai des tics de langage que vous n'avez pas. Parce que vous avez 10 ans de moins que moi, à minima. Donc de fait, voilà, moi j'ai certaines réflexions de langage, des références dans mon langage qui ne vous parlent absolument pas.
Donc déjà, le langage évolue nécessairement. Donc pour moi, ça fait partie de l'essence même du langage, d'être toujours en évolution. Quelqu'un qui travaille avec la langue ne peut que la faire évoluer. S'il ne la fait pas évoluer quelque part, en fait, il est un artisan, c'est pas un artiste. Voilà. Donc, maintenant, vas-y. Tu n'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord parce que, je te dis, j'ai cette impression vraiment qu'il y a cette dynamique actuelle dans le rap français, particulièrement, de s'émanciper soit de la langue, soit en tout cas du sens, parce que on est passé, alors je vais faire un énorme grand écart de 30 ans, mais quand tu me parlais de tout à l'heure, Passy, du ministère Amer, qui est le premier à parler de Frantz Fanon, ou en tout cas que les rappeurs sont les premiers à parler de Frantz Fanon en France, aujourd'hui on est complètement dans un rap qui, enfin c'était la mode en fait. Il y a aussi cette dimension-là, que c'est pas juste le rap était intellectuel, etc. Non, c'était la mode d'être intellectuel, c'est-à-dire que quand on voulait la crédibilité, quand on voulait percer aussi dans le rap, il fallait montrer qu'on savait bien écrire, qu'on avait des références intellectuelles, on était presque dans de la rédaction scolaire. C'est-à-dire qu'il fallait poser des références, il fallait avoir un sens, un intro, développement, conclusion, sinon ça marchait peu. Ça pouvait marcher, mais ça marchait peu. En tout cas, il fallait montrer qu'on savait faire ça. Aujourd'hui, c'est has-been. C'est presque chiant même de faire ça. Et du coup, on est complètement dans une espèce d'émancipation du sens chez, tu vois, tout à l'heure on citait Samir Hamad, il y a un peu ça chez Virus aussi. Chez Virus, il y a beaucoup de sens, mais on va découper le mot, jouer avec le mot, etc. Presque plus jouer avec le mot comme un objet que un objet, tu sais, les lettres, quoi, tu vois. Jouer avec la sonorité du mot plutôt qu'avec son sens. Et tu partages pas cette analyse, toi? Moi, je pense que quand on travaille sur la sonorité, on travaille sur le sens, mais parce que pour moi, le sens a toujours un double sens aussi. C'est peut-être ça. C'est que pour moi, la sens, c'est à la fois la direction, c'est-à-dire ce vers quoi on va, donc quelque chose de très droit, très direct, mais c'est aussi la signification, c'est-à-dire dont on part. Donc quelque part, en détournant le mot, on travaille la signification. En fait, et si tu regardes bien, souvent justement il y a des jeux sur la signification, les analogies, enfin voilà, on est quand même sur quelque chose où au contraire, je trouve que ça redonne du sens au mot. Moi. L'histoire de langue des oiseaux, etc. Bah ouais, mais ça redonne du sens au mot, moi je trouve justement. En fait, quelque part, dans un monde où justement on est dans l'hypercommunication, les mots sont quand même des mots valises, où justement on utilise les vivre ensemble, machin. Enfin, vous voyez, on est quand même sur des gros trucs. Enfin, bon, voilà, il y a des super conférences gesticulées là-dessus. Donc voilà, mais ça n'empêche que, je trouve que c'est intéressant de redonner justement du sens, du contenu au mot et de jouer un peu avec. Bah ouais, mais tu vois, du coup, je suis en train de me dire que ça fait 10 minutes qu'on est en train de parler de la phrase de Nietzsche, qui dit, tu peux rappeler Le philosophe est pris dans les filets du langage. C'est dans le livre du philosophe. Dans la phrase pris dans les filets du langage, on dirait qu'il n'y a pas de possibilité de se débattre. Et ben c'est là où justement, dans un filet, mais là, on a l'impression il y a des nasses, il y a la possibilité d'aller vers l'extérieur, et en fait, c'est pour ça que je disais au départ, attention, c'est pas que de l'enfermement. Voilà. Ouais. C'est aussi la possibilité de faire évoluer, et donc de faire bouger. D'accord. Et je vous rappelle que dans une nasse, les petits poissons peuvent s'échapper. Je crois que ça fait, je sais pas combien de temps. Je sais pas du tout. Je sais pas combien. On vous regarde. Je sais pas où on est niveau timing. 1 heure. Cool. Du coup, on a encore un petit peu de temps. Et moi, j'aimerais bien en revenir parce qu'en fait, on est revenu sur la philo, alors qu'on était parti sur l'histoire du travail social. Et j'avais une super question. Super question, c'est pas ma question qui est super, mais c'est une question qui me super travaille, on va dire. C'est dans ce sens-là. Parce que t'as beaucoup dit le verbe utiliser. J'utilise le hip-hop pour tel projet, j'utilise le rap comme ci ou comme ça. Et du coup, tu as compris que ma question allait être orientée. Est-ce que le rap ou le hip-hop n'est qu'un outil pour toi ou est-ce que c'est autre chose dans ton travail? Moi, j'ai envie de dire, c'est un outil et plus, en fait, dans le sens où c'est un outil parce que ça fait partie de ma caisse à outils avec laquelle je viens quand je vais rencontrer une équipe, comme j'ai dans ma caisse à outils la philo, mais que finalement, les deux sont toujours très présents parce qu'ils font aussi partie de moi, en fait. Je peux plus faire la part des choses entre, j'ai envie de dire, mon outil et ce que je suis, en fait. Il y a quelque chose qui s'est étendu. T'as compris que c'était un peu là où je voulais t'amener parce que on parlait de... tout à l'heure, tu parlais d'utiliser le hip-hop et tu as utilisé le terme art-thérapie. Donc on serait peut-être dans une rap-thérapie ou dans une hip-hop-thérapie. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... en fait, ça me questionne parce qu'actuellement, je travaille avec une chercheuse en pédagogie. Une chercheuse qui étudie les pédagogies alternatives notamment, qui s'appelle Émilie Souiri, et qui a beaucoup
étudier les pédagogies hip-hop, ce que les États-Unis appellent les pédagogies hip-hop. Et elle m'a dit une phrase qui était drôle dans l'entretien qu'on a fait. Elle m'a dit en fait, il n'y a personne qui a écrit sur ça en France. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus aux États-Unis, sur le hip-hop comme pédagogie. Et en France, il n'y a qu'un article, c'est celui de Benjamin Veil. Et elle m'a dit en fait, t'es dedans. Et c'est pour ça que je t'ai contacté. Et elle a dit, c'est simple, j'ai contacté tous les gens qui étaient dedans, parce qu'elle connaît pas le rap sur le bout des doigts, elle arrive là-dedans, elle a découvert parmi les pédagogies hip-hop, parmi les pédagogies alternatives, donc tu sais, toutes les histoires de Fréré, etc. Et aussi, Montessori. exactement, et aussi, du coup, les trucs beaucoup plus récents. Aux États-Unis, tu sais, ouais, et comment ils appellent ça, je crois qu'ils appellent ça les ethnic studies, mais en tout cas, les trucs, tu sais, ils développent des pédagogies en fonction, donc c'est un truc très états-unien, mais en fonction des ethnies qui vont recevoir la pédagogie, en tout cas en fonction des origines. L'ethnopédagogie. Il y a un truc comme ça, mais je sais plus exactement comment ça Alors s'appelle. en France, c'est pas encore arrivé. Bah non. Parce que en France, on a l'ethnopsychiatrie par contre, qui est une discipline à part entière. Ok. Et on a un peu d'ethnopédagogie en fait, plus ou moins, mais bon, bref, on le dit pas, ça s'appelle pas comme ça s'appelle les EP. Ou les REP+. Plus. Et puis il n'y a pas vraiment de théorie, à part faut parler aux enfants un peu plus doucement, quoi. Mais ce qui n'est pas forcément hyper intéressant non plus. Mais bon, bref. Mais du coup, ouais, pour aller à ma question, est-ce que en fait, au-delà d'être un outil, d'être quelque chose que tu utilises, est-ce que le hip-hop, ça te caractérise pas aussi? Et est-ce que t'es pas une pédagogue hip-hop en fait? Est-ce que le fait d'être hip-hop, ça modifie la façon dont tu travailles? Pas seulement en tant qu'outil, c'est-à-dire pas seulement parce que tu vas citer le rap à tel ou tel moment. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir passé autant de temps dans le milieu hip-hop ou d'être hip-hop, puisque on part de la phrase de Keros One, le hip-hop c'est quelque chose que tu es. Voilà, et donc si tu es hip-hop, qu'est-ce que ça change à la travailleuse sociale qui est Benjamin Veil? Qu'est-ce que tu aurais de différent, qu'est-ce que tu aurais en plus ou en moins si tu n'étais pas hip-hop? Je vais faire des projections parce que quelque part j'en sais rien. Puis est-ce que je suis hip-hop, ça c'est enfin moi j'ai envie de te dire c'est pas à moi d'y répondre en fait quelque part non plus. Hein. Voilà Bah oui mais c'est toi que j'ai donc c'est toi que j'interroge. Oui, je sais bien. Mais sinon je t'aurais pas invité. Ce que je vais te répondre par rapport à ça c'est surtout l'idée que par exemple moi, quand j'arrive en formation je prends pas de PowerPoint. Je ne viens jamais en fait avec un truc préconçu. Je ne sais pas ce qui va se dire. Je sais à peu près où je vais à la fin de la journée, mais je ne sais pas par quel biais on va y arriver. Donc je rigole beaucoup avec les rappeurs en leur disant vous faites des shows d'1h30, moi c'est 8 heures d'affilée. Bah oui, mais c'est une réalité. Et pour toi ça c'est hip-hop. De venir sans PowerPoint. Faut tenir un groupe, un public en fait, pendant 8 heures, sur des sujets qui ne sont pas forcément super drôles, que en plus ça a été imposé par leur direction, souvent. Parce que c'est ça la réalité, hein. Voilà, de faire... Voilà, y a un moment où d'arriver à les tenir sur des sujets qui peuvent leur permettre de rigoler, que ça leur parle, que ça fasse du sens, que machin. J'ai envie de dire en fait quelque part c'est hyper hip-hop. Et d'arriver à la fin de la journée en leur disant bon on se tient un petit mot de ce que vous retenez et que finalement ils retiennent des choses sans que j'ai besoin de leur mettre des polycopes, des machins, qui notent des trucs. Enfin vous voyez, en fait quelque part pour moi la pédagogie hip-hop elle est là, c'est-à-dire de partir d'eux, de où est-ce qu'ils en sont eux. Pas arriver avec moi une idée préconçue de où est-ce que je veux aller, je veux les emmener, et partir d'eux et quelque part les laisser, en fait, moi les suivre. J'ai un objectif de fin de journée, mais je ne sais absolument pas comment on va faire pour y arriver. Et parfois, heureusement que j'ai 2 jours. Voilà. Et, non mais sérieusement, il y a des fois où à la fin de la première journée, je fais bon, on va rectifier. Enfin voilà, comment on va faire pour aller au bout de la deuxième? Mais à chaque fois, c'est nouveau. Et j'ai un trac avant de rencontrer des équipes. J'ai plus de trac que là. En fait, t'es MC. Peut-être. Voilà, à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, en fait, du MC. Oui, c'est du MCing, quoi. Je fais il y a parfois du show. Parfois, je suis applaudie à la fin de la journée. Hein. Parfois, ça c'est plutôt quand j'ai des promos, des équipes un peu moins quand même. Mais quand j'ai des promos dans des écoles, des fois où quand je dois les tenir pendant 8 heures, et puis que je dois marcher en plus, donc il y a tout le corps, je leur fais des blagues parce qu'aller leur parler de philo pendant 8 heures, enfin vous imaginez bien que c'est pas toujours drôle. Voilà, il y a des fois où en fait à la fin, limite on passe le chapeau. Hein. Voilà. C'est pour ça que je te dis qu'il y a du MCing, vraiment. Oui, non, mais c'est pour ça que j'en rigole. C'est que oui, je suis crevée en sortant. Moi, je donne de ma personne. Oui. Et c'est marrant parce que c'est un des. Du coup, avec Émilie, on a décidé, enfin, elle a décidé qu'on allait écrire son article ensemble. Évidemment, elle fait sa thèse de son côté, mais et dans ses recherches, elle disait que elle avait déterminé un espèce de profil type du pédagogue hip-hop. Et ça doit être marrant.
Bah ouais, mais c'est encore plus marrant parce que ce que tu viens de me dire correspond complètement. Il y a 3-4 caractéristiques qui reviennent tout le temps. Et la première, celle qui revient vraiment tout le temps, en fait, il y en a deux que tu as cité même. Il y a un espèce de, comment je vais dire ça, un espèce de rapport particulier ou compliqué avec les structures éducation nationale en général, ou un parcours scolaire un peu chaotique, Oui, c'est vrai que c'est pour ça que biaisé. moi j'ai démissionné carrément de l'éducation nationale. Et du coup, il y a une espèce de dimension de vengeance sociale de, ok, ce qui m'est arrivé à moi, je veux pas que ça arrive aux autres. Tu vois, il y a ce truc-là qu'elle a repéré. Et le deuxième, c'est vraiment cette volonté de partir depuis le public, partir du public et ne pas être dans l'ascendant. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu le slogan dont on blaguait tout à l'heure avant de commencer, mais le slogan hip-hop, each one, teach one, chacun apprend à l'autre. Et c'est celui de l'éducation populaire Ok, aussi, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est que pour moi, hip-hop, là pour le coup, on parle hip-hop, on parle pas rap. Hein. Culture hip-hop et éducation populaire sont extrêmement proches. C'est pas au flow que je vais l'apprendre. Hein, parce qu'on est quand même dans un lieu où justement ces deux champs-là peuvent se retrouver très facilement. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est que pour moi, et en plus ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît à peu près à la même époque. L'éducation populaire, c'est les années 70. C'est les éducateurs. C'est justement tout le mouvement qui va créer le métier d'éducateur. Parce qu'il n'y a que les assistantes sociales à l'époque qui sont à peine émancipées de leur statut de bonne sœur infirmière. Hein, qui était quand même jusqu'en 1948. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même aussi toute une histoire là-dedans. Et donc dans les années 70, il y a aussi le hip-hop va arriver finalement, j'ai envie de dire, aux États-Unis un peu dans les années 70, mais va arriver en France dans les années 80. Donc on commence, c'est vraiment l'avènement de la culture de rue en fait, et aussi des éducs de rue. Hein. Ça va ensemble. Voilà, ce qu'on appelait à l'époque les clubs de Prèves. Voilà, qui étaient financés par des municipalités, donc avec des enjeux aussi qui allaient au-devant de la rue. Voilà, moi, ça fait aussi partie de mes repères, ça, moi, pour le coup. Et moi qui ai grandi en banlieue aussi. Voilà, ça participe. Donc pour moi, le hip-hop, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment toute cette dimension éducation populaire, à savoir de sortir d'une représentation de l'éducation classique académique descendante. C'est-à-dire, il y a un savoir qui vous préexiste avant vous, vous ne l'avez pas, et vous êtes des cerveaux vierges qui devaient l'intégrer. Moi, je pars du principe que tout cerveau a une culture propre en soi et arrive avec une culture et que l'enjeu de l'adulte, c'est de la faire advenir. c'est vraiment dingue comme les propos des autres, entre guillemets, pédagogues hip-hop qui ont été repérés par Émilie sont similaires avec ce que tu viens de dire. Mais c'est vraiment, du coup, je crois qu'on est en train de Faudrait qu'on toucher... fasse une école. Hein. Bah, en fait, elle existe déjà, l'école du hip-hop, tu vois. C'est juste qu'on enseigne un peu tous et toutes, Oui, un peu chacun partout. dans nos coins. Ouais, de temps en temps, on se reconnaît. On se check de l'épaule, ou alors maintenant, avec juste le point. Bah, c'était un peu le but de l'article, hein, d'ailleurs. Enfin, quelque part, Ouais. c'était de vous réunir. En fait, quelque part, à travers, vous réunir. J'ai pas pu aborder tout le monde parce qu'il y en a plein Non, mais d'autres bien qui sûr, le il y font. en a plein. Attention, Et surtout, c'est un milieu où il n'y a pas de stars. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont très cachés, quoi. Il n'y a pas de c'est stars de confidentiel, l'éducation le hip-hop. social. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire, là, c'est du social dont on parle, en fait. C'est du hip-hop social. C'est-à-dire, quand on va faire des ateliers, quand on va Ouais. faire des trucs, T'as raison. c'est plus du social, en fait. Et le hip-hop a une dimension sociale. Parce que moi, la première chose que j'ai repérée, c'est qu'à force de rencontrer des rappeurs, bizarrement, tous dans leur entourage, ils faisaient du social où ils avaient une meuf sociale. Tous. Oui, je tique un petit peu parce que on en parlera du coup dans la troisième notamment, non, dans la deuxième table ronde, c'est autour du bouquin volume, de cette espèce d'assignation du rap À la fonction sociale, à la oui, ça, il ne fonction faut pas le sociale, réduire comme à ça. si ça n'était pas aussi un objet artistique et esthétique Mais- aussi à part entière, tu vois. Mais l'un et l'autre, pour moi, s'opposent pas. C'est là où c'est important, justement. C'est-à-dire que, pour moi, c'est même hyper important. Voilà, le social, c'est pas que du lait, quoi. Enfin, c'est pas que de la misère, c'est pas que du moche, c'est pas que du dur, c'est pas que du triste. Ça peut aussi être de l'art, ça peut être aussi... Et justement, l'éducation populaire, on promeut ça, en fait. Et c'est dommage de diviser. Moi, pour moi, c'est un peu dommage, justement, de le diviser, parce que pour moi, le hip-hop a une dimension sociale, mais qui ne veut pas dire qu'il doit être réduit à des MJC. Bah, on va revenir encore et toujours à Keros One. Qui est dans les universités. Bah ouais, et qui pose le knowledge, donc le savoir, Partout. comme une des dimensions à part entière du hip-hop, autant que le rap, et en fait peut-être que c'est la tienne. Et autant que la transmission. Bah ouais, mais du coup peut-être que en fait on est un peu à égalité dans le milieu hip-hop où moi je suis rappeur et toi t'es knowledgeuse ou je sais pas comment on pourrait dire, mais tu vois on est. Knowledgeuse, non, c'est un peu trop fort. Non mais tu vois on est dans notre, mais- on a chacun notre discipline quoi. Ouais, Et de voilà. toute façon on est en plein dedans aujourd'hui en vrai. Mais on en discutait on en rigolait avec Yacine Bellatar, mais quelque part les philosophes se clashent autant. Et d'ailleurs c'est un des trucs que je dis régulièrement à plein d'endroits, et que j'ai commencé par ça, par dire mais les philosophes se clashent autant que les rappeurs. Et d'ailleurs, c'était un des trucs que j'avais dit à BFM, pour ceux qui avaient écouté ce que je disais, et pas simplement le Bordeaux, en fait, c'est que finalement, Boubacaris, j'ai envie de dire, Voltaire, Rousseau, même combat. Non mais grave.
grave. Et c'était même 4 fois pire, ça a duré 80 ans leur truc. Donc bon, Moi, puis il y a eu des petites conséquences politiques en c'est un plus. des trucs auxquels j'ai pensé aussi en fabriquant cette rencontre. Je me souviens avoir été marqué à peu près au moment où je commençais le rap, en plus à 15-16 ans, parce que je lisais Averroès. Et parce que Averroès, philosophe musulman, attention, il faut absolument lire Averroès quand tu es musulman en Oui, Europe. t'avais pas le choix. Ouais, T'avais tu pas vois. le choix. Donc j'ai lu Averroès, je crois que c'est Discours décisif, et c'est méga bien, hein, c'est mortel. Et en fait, dedans, je voyais qu'il clashait beaucoup El-Razali. Razali qui est aussi un grand philosophe, un des inspirateurs Descartes, notamment. Bref, il le clash, et en fait, parce que Razali a écrit un bouquin de clash contre lui. Et en fait, c'est les titres. En fait, C'est il y a les deux trucs qui pamphlets. m'ont marqué. Tout ce qui est C'est pamphlet, et ça les veut dire titres clash. et le fait que les mecs, ils ont écrit un bouquin L'un contre l'autre. juste pour clasher quelqu'un, tu vois. Mais Kant a fait ça aussi. Hein. Mais c'est des ouf. Quand il a écrit, C'est il a pas juste un réécrit toute morceau. la critique de la raison pure parce que la Révolution est passée par là et qu'il s'est dit oh il y a un problème avec Voltaire. Et donc il a réécrit le bouquin de Voltaire. Non il a écrit Ah, il a écrit son réécrit bouquin son contre propre Voltaire. bouquin. C'est pour dire qu'il s'ennuie. Mais Mais du bon, coup, tu vois, le bouquin de Razali qui clash Averroès, il tous les s'appelle pamphlets. L'effondrement de la philosophie. Donc Tahafut Falasifa. Et en fait, Averroès lui répond. Et le bouquin s'appelle Tahafut, l'effondrement de l'effondrement. Tu vois. Et on est en fait complètement dans Carton Rose de Booba. Ah mais clairement, puis qui se répondent, j'ai envie de dire en ce moment, Damso, Booba se font pas mal de répondants en ce moment, voilà. C'est un classique, et c'est assez marrant, mais il y a que dans la philo qu'on fait autant de name dropping, que dans la philo et dans le rap c'est qu'on clair. fait autant de name dropping aussi, C'est vrai. c'est-à-dire qu'on cite les autres. J'ai envie de dire, le clash, il est évident. Enfin voilà, on prend Voltaire, Rousseau, mais on peut en prendre plein d'autres. Enfin Aristote, Platon, ne serait-ce que ça. Platon a tout volé à Socrate, en fait. Tout ce qui nous fait croire que ça vient de Socrate, en fait, c'est Platon. Enfin, et en fait, Aristote s'est fait complètement ken dans l'histoire. Enfin, parce qu'il a été l'oublié de l'histoire. Il a été redécouvert au 19e siècle quand on a ouvert la bibliothèque du Caire. Est-ce que c'est un peu un 995 et les sages-pots, ton histoire? Il faudrait qu'il y ait un concurrent d'un 995 qui se fasse complètement éclipser. Bah, ce serait les sages-pots, non? Bah non, parce qu'il n'est pas concurrent d'un Ah, c'est le 995. concurrent, ouais, d'accord. Non, Ouais. non. Je croyais que c'était le maître et l'élève. Bah non, D'accord. c'est pas le rapport maître-élève. Parce qu'Aristote et Platon sont les deux disciples de Socrate. Ah oui, d'accord, ok. Il y en a un qui va être interdit parce qu'il parle que de la vie ici, en gros. Ok. Puis il y en a un autre qui va faire, en gros, qui va être la star de l'Occident, parce qu'il va dire notre corps est notre tombeau. Ça, c'est Platon qui dit ça. Hein. Notre corps est notre tombeau, la vérité est ailleurs, c'est X-Files. Dans le ciel des idées. Voilà, ça c'est Platon, en gros. Pour bien comprendre Platon, c'est en gros, la vie sur Terre, ça sert à rien. Hein. Tout se passera après. Hein. Naître, c'est la chute dans le corps. C'est ce qui va reprendre tout l'Ancien Testament, en fait. C'est ce que j'allais dire, ce qui marche très bien avec l'Occident. Bien sûr, c'est pour ça que Platon a été gardé par la pensée occidentale. Et quand je dis pensée occidentale, c'est la pensée monothéiste, en fait. C'est la même. Ok. Il y a une filiation. Oui, hein. bien sûr. Ouais. Et donc, Aristote, qui lui parlait plutôt de physique, d'éthique, de ce qui se passait finalement dans le monde, c'était vachement antique. moins intéressant. Ça allait vachement moins bien avec l'enjeu politique. Voilà. Donc il a été un peu passé sous silence. Un mec comme Spinoza, qui a été passé sous silence pendant des siècles. Le mec a été le premier à parler de désir bien avant Freud. Hein. Au XVe siècle, il en parle. Bon, il en parle en faisant des calculs mathématiques. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça n'empêche que c'est hyper dur à lire, Spinoza, mais c'est génial. Et Spinoza, on l'a redécouvert au XIXe siècle. Parce qu'il avait été complètement écarté par un fameux Descartes. Ok. Qui était plus dans l'idéal, justement, dans la pensée pure, dans le cogito. Le désir, c'était moins chez Descartes, quoi. D'accord. Voilà. Alors je vais faire un truc que j'avais dit que je ferais pas. Mais alors, je vais juste rajouter un truc, Vas-y. c'est pour vous dire aussi que les clashs actuels entre les rappeurs et ceux qui marchent mieux que d'autres, c'est politique aussi. Ça a des enjeux, ça vient raconter des trucs. Pourquoi on va mettre plus d'argent sur quelqu'un qui dit plutôt un truc qui n'a pas trop de sens que sur quelqu'un qui va en mettre beaucoup du sens? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Ça dépend du sens qu'il met J'ai envie de dire aussi. du sens. J'ai envie de dire n'importe quel sens. Je sais pas. Mais j'ai envie de dire Cro-Blanc n'a pas plus de financement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Voilà. T'as raison. Remettons les choses en perspective, l'engagement n'est pas que de notre côté. Mais c'est ce que je voulais Voilà. dire. Parce qu'en fait, on a souvent ce truc de... Quand on dit rap engagé, en fait, on veut dire rap de gauche. Et Alors- encore, même ça. Alors qu'en fait... ou rap anticapitaliste ou je sais Ouais. pas quoi. Alors qu'en fait, Kobalade... Ou sa n'importe mani- quel autre rappeur qui à fait sa une ode au manière, c'est un capitalisme engagement. et à faire de l'oseille, etc., il y a complètement un engagement. Même si, en plus, quand on va creuser,
et que c'est les enfants des quartiers qui vont dire moi en fait je veux avoir ma part dans le capitalisme, c'est pas exactement une ode au capitalisme, c'est un peu autre chose, mais on est quand même dans de l'idéologie et dans du sens en vrai. Et c'est pour ça que je dirais pas qu'il y a pas de sens. Et c'est un point de vue sur le monde. Moi j'ai envie de dire c'est un point de vue sur le monde qu'on partage ou qu'on partage pas. Moi je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est pas en tout cas pour le coup c'est pas ma perception. Je suis pas chroniqueuse, je suis pas moraliste, c'est pas mon taf. Surtout on est là quand même dans du rap engagé en fait et dans du rap politique. Il y a le rap pour moi est la politisation. Nécessairement au sens où ça fait partie de son ADN engagé. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Mais en fait sans prendre position quand il dit ça en fait. Lino et Calbo, parce qu'ils le disent et l'un et l'autre, chacun leur tour. Donc, quand ils le disent, en fait, ça ne veut pas dire il faut que ça soit une prise de position politique. Ça veut dire que prendre un micro, c'est prendre position. C'est déjà un acte citoyen. C'est l'objet du livre. Pas mal, elle est belle ta conclusion. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le petit public, ou pas du tout. D'accord, j'ai vu une main qui s'était levée, mais je crois que c'était juste pour me dire qu'il était temps de terminer. Et du coup, tu as vu, j'avais commencé par dire je vais faire un truc que j'avais dit que je ferais pas. J'avais dit en commençant que je dirais pas à la fin est-ce qu'il y a des questions. Eh ben non, on coupera. Par risque de me prendre un vent. Et que je regarderai une fois de temps en temps s'il y avait des mains qui se levaient, mais en fait j'ai pas eu le temps parce que j'étais absorbé. Moi, j'ai pas vu les dessins par notre discussion. Ouais, pareil. D'habitude je les regarde tout le temps, je fais des allers-retours et tout, mais là j'étais à fond avec toi, Benjamin. Mais du coup, les dessins, ils seront publiés. Ah, c'est super. En tout cas, j'adore les dessins, moi. Ils seront, ouais. Yes, on regardera ça tranquillement. Merci. Ouais, je dis bismillah quand je mange, tu l'as gardée celle-là. Bah ouais. Merci Bilal pour cette œuvre. Merci le Flow pour l'accueil. Et ben merci Ismaël à toi Benjamin. Aussi pour cet échange et merci à Bilal, à l'équipe et au Flow. Et à Culturol du coup qui filme, Zelda à la prod. Et puis du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo et la prochaine rencontre qui sera avec l'équipe. Donc là on a Oh Mike Citoyen, je vais faire mon Drucker. On a Oh Mike Citoyen, le bouquin, le livre de Benjamin Veil. Ah bah j'ai un canapé, j'ai pas de chien. Mais j'ai un canapé. Et coup d'essai de rapologie positive, Oh Mike Citoyen, Citoyenne, un livre qui est heureusement ou malheureusement vendu. C'est fini, il n'y en a plus. Moi j'en ai un. Et on se voit, la prochaine rencontre, c'est ça. C'est autour de cette revue, Volume Le Monde ou Rien, où on recevra plusieurs des auteurs, autrices qui ont écrit dedans. Marie Sonnette, qui est aussi à la direction. Marion Dalibert. Séverin Guillard qui pourra pas être là mais on le big up quand même, François De Bruyne, gros big up, c'est vrai. Et Vincent Becquet, donc pas mal de Lillois et Lilloises d'ailleurs dedans. On fera un peu notre, j'allais dire cocorico, mais on va faire nos chauvins ch'tis et faire ça entre nous en plus de Marie Sonnette. Et du coup c'est dans la prochaine vidéo qui sera aussi disponible sur YouTube. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt du coup. Ciao. Merci.